Alors, bonsoir à toutes et à tous. On n'a qu'un seul micro, hein, donc je vous le passerai au fur et à mesure des prises de parole. Bon, je voulais tout d'abord remercier Valériane Mondo pour cette invitation, ainsi que Darco et l'équipe du Centre d'art urbain Fluctuaire pour cette invitation. Donc, je me permets de me présenter, je vais modérer la table ronde ce soir. Je m'appelle Cécile Cloutour. Et je suis coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain. Et j'avais fait auparavant des études d'histoire de l'art et notamment d'anthropologie urbaine avec Claire Calogero que je retrouve ce soir et j'en suis enchantée. Voilà, je coordonne la Fédération de l'art urbain qui est une structure associative créée en octobre 2018 avec le soutien du ministère de la Culture et qui a été créée à la suite de l'étude nationale sur l'art urbain qui a souligné tous les enjeux en fait, de l'art urbain en France. Et la fédération a pris le relais pour soutenir et promouvoir les pratiques de l'art urbain dans son entièreté, hein, donc à travers le graffiti, le street art et le néomuralisme. Et nous mettons un ensemble de nombreuses actions en œuvre, et notamment en accompagnant les artistes et les associations dans les projets qui portent sur les territoires. Ce soir, nous nous retrouvons donc sur la question art urbain de l'effacement à la documentation, donc vaste sujet, car en effet, cet aspect éphémère, il est très présent dans le monde de l'art urbain, car les créations sont créées dans l'espace public et donc laissées au gré du vent, des passants, mais aussi des entreprises de nettoyage et de recouvrement. Donc elles sont très fragiles et disparaissent souvent avec le temps, de manière volontaire ou involontaire. Face à ce constat fatal de disparition, on a de nombreux acteurs et actrices qui sont très divers et qui œuvrent pour conserver les traces de ces productions à travers l'archivage et la conservation des photographies, des vidéos, des dessins ou encore à travers la collecte de témoignages. Ces traces, elles forment donc des vestiges qui sont extrêmement précieux pour écrire l'histoire de l'art urbain et la diffuser auprès des publics et de la communauté scientifique. Avant de présenter l'ensemble des intervenants de cette table ronde et leur laisser la parole, je souhaitais vous présenter très rapidement le projet d'archivage qui est porté par la Fédération de l'art urbain. Donc depuis 2 ans, en effet, nous réfléchissons à ces enjeux de conservation et de diffusion des traces de l'art urbain pour œuvrer à sa pleine reconnaissance artistique. Beaucoup d'images circulent en effet à travers les livres, les fanzines et les sites internet, et parallèlement, de nombreux artistes ont gardé des traces de ces œuvres disparues. Mais voilà, leur conservation reste très précaire et leur diffusion est limitée. Aussi, avec plusieurs membres de la fédération, et notamment Nicolas Xelet et Laurent Sanchez, nous développons actuellement le projet Arcane, qui est le Centre national des ressources numériques de l'art urbain, et qui consiste à numériser des fonds d'archives qui concernent à la fois des artistes, mais aussi des lieux et des événements, comme par exemple l'ASCO Project du Palais de Tokyo, et de les diffuser sur une base de données en ligne. Ces archives seront donc classifiées, détaillées et présentées selon les normes archivistiques institutionnelles en vigueur. Donc on insiste beaucoup sur cette rigueur pour permettre vraiment une diffusion au plus grand nombre de ces archives. Et elles seront disponibles en ligne pour que les historiens de l'art, les chercheurs, les publics puissent donc se saisir de ces sources primaires de travail. Cette base, elle a reçu le soutien du ministère de la Culture et de nombreux mécènes. Et nous souhaitons mettre en ligne réellement ce projet en 2022. Alors ce soir, pour enrichir cette réflexion, nous avons choisi de faire intervenir plusieurs acteurs, donc Grégory Jubé, Valériane Mondo, Lorca, Claire Calogero et Jaywan, qui ont eux aussi questionné ces enjeux de sauvegarde et de monstration des témoignages de l'art urbain, à travers des projets personnels de conservation, des expositions et des initiatives de patrimonialisation institutionnelle. Alors pour commencer cet échange, je vais laisser la parole à Jaywan, parce que vous êtes à la fois artiste et témoin de l'arrivée du graffiti writing en France au début des années 1980, parce que dès cette époque, vous avez commencé donc à graffer à Paris en expérimentant notamment le travail de la lettre dans le terrain vague de Stalingrad, avec plusieurs autres graffeurs du crew des BBC, dont vous êtes l'un des fondateurs.
Ma première question, lorsque vous avez débuté le graffiti, quel était, vous, votre rapport à cette notion d'éphémère? Est-ce que cela vous posait problème de voir vos graffitis disparaître au fil du temps? Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Moi j'ai commencé par les pochoirs, dans les quartiers de Belleville et de Stalingrad, donc il y avait pas mal de pochoiristes. Le grand travail était déjà éphémère, donc du coup, lorsque je me suis mis à graffer sur les murs de la ville, c'était une façon pour moi d'embellir mon environnement. Et à aucun moment je me suis posé la question de l'éphémère, puisqu'il avait des surfaces suffisantes pour peine à perdre de vue. Et dès cette époque, donc, comment vous avez quand même constaté que certains disparaissaient, de quelle manière? La disparition des œuvres a commencé avec la prolifération du graffiti, parce que même s'il y avait pas mal de murs sur lesquels on pouvait s'exprimer, les endroits stratégiques, il y en avait quand même très peu. Et celui que nous avions choisi, donc le terrain de Stalingrad, qui faisait face au métro et qui était aussi un espace de quartier pour nous, beaucoup de graffeurs ou d'artistes sont venus pour s'exprimer dans cet espace. Et du coup, la question de repasser ou de se faire repasser pour exister dans cet espace s'est posée. Mais encore une fois, à ce moment-là, on ne pensait pas aux conséquences éphémères des pièces. Alors, en tout cas, on n'en avait pas conscience à cette période. Le plus important, c'était d'avoir un espace sur lequel s'exprimer et revenir dessus. Et au-delà du terrain vague de Stalingrad, de trouver aussi d'autres champs où s'exprimer, puisqu'on a peint vers Trocadéro, on allait vers Saint-Ouen ou vers Nation. Donc on n'était pas encore conscient de cette problématique. Vous n'étiez pas conscient de cette problématique, néanmoins, est-ce que vous avez quand même cherché à garder trace de vos œuvres, mais aussi de celles des autres qui apparaissaient autour de vous? Donc je pense par exemple à des prises de photographie, à des vidéos aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire? Alors à cette époque, très peu de nous avaient des appareils photo. Mais pour autant, on avait déjà intégré cette notion d'avoir une trace par la photographie de nos œuvres. Mais en fait, c'était plus une pratique que certains développaient. Ceux qui avaient des appareils photo, ils prenaient des photos, des graphes, et puis pour la majorité des autres artistes, ce qui les intéressait, c'était de pouvoir s'exprimer. C'est très peu. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je n'avais pas d'appareil photo, et puis c'est une question que je ne me posais pas du tout. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de m'exprimer et d'être présent dans l'espace public. Donc, je ne suis pas un très bon archiviste, j'ai très peu de photos de cette époque. J'ai eu la chance de travailler avec Ski, qui lui est un très bon archiviste. Il adore les archives. Et du coup, je suis obligé de passer par des tierces personnes pour récupérer des photos, et encore, ça ne m'intéresse pas particulièrement de pouvoir récupérer des photos. Encore aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup moins. Ce que j'aime, c'est avoir des traces à travers les sketchs et à travers des petits, des petits témoignages en fait qui me parlent, mais qui ne sont pas peut-être suffisamment forts pour intéresser un public qui s'intéresse aux archives. Donc ces témoignages, ils passent à la fois par les dessins, comme on peut en voir dans cette exposition sur Fluctuart, et aussi à travers d'autres objets. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples d'objets qui vous rappellent aussi cette pratique dans l'espace public? Pour ce qui est du graffiti, j'en ai très peu. Donc j'ai pas gardé tout ce qui est marqueur, des bombes d'une certaine période, des couleurs, j'ai rien gardé de tout ça. Moi, mes archives, ils sont essentiellement musicales. Tout est tourné vers la musique de cette époque, parce que moi je relie beaucoup la pratique de la musique et la culture de la musique à cette culture du graffiti. Et pour moi d'ailleurs la musique c'est ce qui est le plus fort. Donc j'ai gardé beaucoup, j'archive, je collectionne,
les objets liés à la musique. Que ce soit les cassettes de cette époque sur lesquelles j'ai fait des petits graphes, des sketchs, je les personnalisais. Ça j'ai gardé quelques flyers, des choses aussi de ce type, mais en fait, tout ce qui concerne la pratique même du graffiti, pour moi, le plus important, c'était vraiment de m'exprimer. Le reste, je ne sais même pas comment j'ai fait pour regarder certaines choses, mais c'est pas vraiment dans mon esprit. Je passe vraiment par Spi ou par d'autres personnes. Par contre, ce que j'aime, c'est la photographie. La photographie faite par des photographes. Donc là, à ce niveau-là, j'essaie d'acheter des livres. Et c'est la façon pour moi de participer à cette histoire d'archivage. Donc, en parlant de livres, vous avez aussi apporté finalement des informations à travers votre propre témoignage. Je pense par exemple à l'entretien que vous avez donné pour le film Writers, 20 ans de graffiti à Paris, 1983-2003 de Marc-Aurèle Vecchione, et qui d'ailleurs est en ligne, hein, donc n'hésitez pas à le consulter, mais aussi à l'édition du livre Mouvement, du terrain vague au dance floor, 1984, 94 j'imagine, j'ai mangé là. 86. Pardon, ouais. Avec Marc Goudet et Yoshi Omichi. Hop. Ces éléments-là, finalement, ils permettent aussi de documenter cette histoire passée. Est-ce que pour vous c'était important vraiment d'apporter une parole et un témoignage sur ces époques? C'était très important. Alors moi je ne sais pas enfin, je ne dis pas que les archives ou la mémoire ne... Je donne juste la façon dont moi j'approche la chose. Pour ce qui est du livre, encore une fois, ce ne sont pas mes photos. Il n'y a aucune photo qui m'appartient. En fait, que j'ai prises dans le livre, ce sont en majorité des photos de Yoshi, des photos que j'ai récupérées ici et ailleurs. Donc le cœur même du livre m'intéresse. Le fait de pouvoir transmettre ce qui s'est passé à cette période, qui était présent et comment se passaient certaines choses, ça m'intéresse. Ce qui est intéressant pour moi dans le livre, c'est de montrer aussi des personnes. Pas nécessairement ce que nous on produisait. Encore une fois, pour moi, ça a été fait. C'était là ceux qui ont pu le voir, tant mieux, et puis ceux qui veulent le voir à travers les photos, tant mieux aussi, et puis ceux qui n'ont pas accès, bon, tant pis pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des gens, donc des gens qui me ressemblent, des gens que j'ai côtoyés, et qui, à cette période, n'avaient pas vraiment accès à la culture. Et du coup, c'est cette histoire qui m'intéresse. Et c'est aussi pour cette raison que je collectionne, entre guillemets, certains objets, dont la musique, certaines photographies. Et comme dit Maud, souvent, ce qui m'intéresse, c'est les relations humaines. J'aime bien rencontrer les gens, parler, partager de cette expérience. C'est une façon aussi pour moi de transmettre, au-delà des éléments d'archives, comme peut-être la photo, la vidéo ou autre. Donc vous évoquez ces autres personnes, ces photographes et ces archivistes un peu dans l'âme qui ont documenté cette période. Donc ces photos, ces dessins et ces autres témoignages, ils ont aussi permis à de nombreux artistes de découvrir des nouveaux styles et des nouvelles formes, notamment à travers l'arrivée du graffiti en France qui venait des États-Unis. Donc vous, à cette époque, au début des années 80, comment vous avez découvert aussi tout ce mouvement? Est-ce que vous consultiez surtout les fameux livres, Spoken Art et avant aussi Subway Art, ou est-ce que ça s'est vraiment fait de manière empirique à travers des rencontres, la consultation de sketchbook, ou autre? Au début, nous n'avions pas accès à tant d'images que ça, jusqu'à la sortie de Subway Art. Alors, je ne sais pas si c'est à la même période, mais nous, on se déplaçait chez Arcurial et on cherchait les fameux catalogues d'exposition qui avaient lieu soit en Hollande ou en Italie. Donc, il y avait pas mal de livres qui reportaient, même si c'était 2-3 photos. C'était les seuls éléments qui nous permettaient de voir du graphe. Et à part ce qui se passait à la télévision, à travers des films comme Wild Style ou Style Wars. Et c'est aussi ce qui a développé notre goût pour les livres. En fait, dans le groupe, on adore tout ce qui est le domaine du livre.
Mais il y avait très peu de choses. Il y avait quelques artistes qui pouvaient voyager, dont Bando, qui partageait des photos. Et à travers ces photos, on a découvert un petit peu plus. Mais on a dû se former en fait avec très peu de choses. Mis à part ces fameux catalogues qui étaient très recherchés, qui sont encore aujourd'hui, je crois, très recherchés. Donc voilà. Il faut savoir qu'on était aussi très jeunes, et encore une fois, on n'était pas d'un milieu très éduqué culturellement, donc tout ça aussi, on l'apprenait au fur et à mesure de certaines rencontres. À ce sujet, Lokis a été une rencontre assez importante, parce que c'est lui qui nous a ouvert les portes de l'art plurial, c'est lui qui nous a dirigés vers l'art plurial pour retrouver ces fameux livres. Et puis Bando aussi était très important, et ensuite il y a des artistes qui sont venus ici, avec qui on a pu tisser des liens, et ainsi de suite. Donc à la suite de cette arrivée du graffiti en France, au début des années 2000, on constate qu'avec l'arrivée d'Internet, on a aussi tout un univers qui s'ouvre et qui permet de découvrir des nouvelles choses à travers les blogs comme Photolog ou ensuite MySpace par exemple. Est-ce que vous, cela a modifié votre rapport au graffiti, mais aussi à votre propre travail artistique ? Moi, pas vraiment, même si je me rappelle qu'à cette période, il y avait des discussions justement sur la diffusion des photographes, parce que c'était, je pense, juste après l'avènement des fanzines. Et il y avait cette question de savoir comment se faire connaître, la légitimité aussi de certains qui se faisaient connaître à travers seulement les fanzines. Et ensuite, l'ère numérique a favorisé en fait la popularité de certains artistes. Mais c'était quelque chose qui me regardait pas vraiment, ça ne me touchait pas cette discussion, mais quand même elle était vive. Mais j'étais en Allemagne à cette époque, mais elle était très vive, quoi. Parce que dans la culture du graphe, il y a cette notion qu'un graffeur, il doit faire ses preuves, il doit être présent dans la rue et qu'il doit faire tout ce qui est en son possible pour que ses œuvres se voient. Donc, soit sur le métro, soit sur les murs de Paris. Donc souvent, nous, on a été critiqués à l'époque pour peindre d'être des artistes de terrain vague. Donc ne prenant pas de risque. Mais je sais que cette discussion était assez vive. J'en prenais pas part, mais je constatais que l'ère numérique avait changé beaucoup de choses, en bien, parce que ça permettait d'avoir une diffusion beaucoup plus rapide, de voir des choses qui se passaient de l'autre côté de la planète, aussi de faire des connexions avec d'autres artistes, d'échanger avec eux. Et puis de notre côté, ça aussi fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont créés leur réputation sur Internet. Mais bon, moi n'étant pas là pour juger qui a fait quoi, c'était pas quelque chose sur lequel je me suis arrêté. Merci Jaywan pour ce témoignage qui montre aussi que voilà, chaque artiste aussi se saisit comme il le veut ou comme il le peut de ses propres archives et de celles des autres. Valériane Mondo, donc tu es actrice de ce mouvement non pas en tant que praticienne, mais vous pouvez rester comme telle, hein. Moi je vois bien tout le monde, donc... Ah oui, pour le micro, oui, pardon, c'est vrai, merci. Voilà, donc toi tu es actrice non pas en tant que praticienne, mais en tant que galeriste et commissaire d'exposition, à travers l'organisation d'expositions dans des galeries, mais aussi dans des lieux plus institutionnels, et comme ce soir, comme ici à Fluctuart. Tu œuvres également à la protection des témoignages du graffiti disparu, en conservant et en présentant des dessins, des sketchs, dont certains aussi de Jaywan qui vient de prendre la parole, mais également à travers des éléments photographiques qui viennent compléter un discours sur une pratique de rue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment et pourquoi tu t'es intéressée à la fois au graffiti et aussi à cette partie un petit peu moins connue du grand public? En fait, au graffiti, c'était il y a plus de 20 ans, simplement parce que je trouvais ça beau, que moi j'ai une culture du marché de l'art, donc j'ai toujours travaillé dans le marché de l'art, de près ou de loin, en tout cas dans le monde de l'art. Et puis je ne comprenais pas à l'époque pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de galeries qui avaient franchi le cap et qui présentaient des artistes et des œuvres de graffiti. Il y avait bien sûr déjà Agnès B, mais puis d'autres comme William Spearstra, Magda Danis qui en faisaient aussi, mais je trouvais que ça n'avait pas...
enfin, c'était pas encore assez par rapport aux qualités et aux beautés que je pouvais croiser. Donc je me suis simplement dit que si je voulais moi présenter ce que moi j'aimais, il fallait simplement que je monte ma structure. Donc c'est ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et la structure a surtout été montée à la base, non pas du tout pour m'attaquer au marché de l'art en tant que tel, hein, mais pour donner les codes aux artistes de ce qu'ils étaient en droit d'attendre et de réclamer dans le marché, parce que je savais très bien qu'un certain nombre d'entre eux, et assez nombreux, ne connaissaient pas du tout ni les codes, ni les règles, ni le vocabulaire, et que je savais très bien que c'était aussi un de leurs défauts qui allait attiser le marché pour profiter davantage de ce mouvement-là que j'avais envie dans lequel j'ai toujours cru et que j'avais envie de défendre tout simplement. Donc j'ai monté Taxi Galerie et après, dans la suite logique des choses, mon rôle ne se borne pas à vendre de l'art, en fait, il se borne aussi à éduquer mes collectionneurs. Et puis après avoir peut-être un petit peu éduqué les artistes et de leur apprendre ce qu'ils ont, ce qu'ils achètent, à les apprendre à s'attacher à l'histoire des artistes qu'ils aiment et de vraiment se documenter aussi, ce qui est encore assez rare chez les collectionneurs pour la plupart, documenter et apprendre en fait l'importance de ce mouvement-là et s'en rendre compte. Et de fil en aiguille, d'abord j'adore le sketch, j'adore l'écriture, j'adore le tag. Donc j'avais juste envie d'abord de me faire plaisir. Je suis très très égoïste, mais enfin bref, voilà. Et puis après, il fallait montrer aussi cette gestuelle, ce travail qu'il y a en amont et l'expliquer aux collectionneurs et puis au public, au grand public, pour qu'ils se rendent compte qu'un graffiti dans la rue qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou même un tag, c'est pas juste quelque chose qu'on jette comme ça d'un sale gosse de banlieue, par exemple, mais que c'est quelque chose qui est réfléchi, travaillé par des artistes pleins et entiers, et que ça vaut vraiment quelque chose qui est très intéressant et qu'il fallait dévoiler en fait. Donc j'ai décidé de monter cette exposition-là et j'ai été confrontée, mais avec beaucoup de bonheur et de ravissement, à la confiance des artistes qui ont ouvert des archives pour moi, qui m'ont montré, qui m'ont expliqué, qui m'ont raconté extrêmement beaucoup de choses au travers de leur sketchbook, au travers de leurs dessins, au travers de tous les sketchs que j'ai pu collecter, au travers des sketchs comme on voit là-bas, les avant-après, où on voit le sketch et la réalisation sur le mur. Donc c'est pareil, moi je réalise aussi, parce que je ne suis pas parisienne et je n'ai pas vécu à Paris à cette époque-là, toute cette vie, toute cette jeunesse qui en fait était déjà extrêmement passionnée et active, voilà. Et du coup voilà, donc moi j'en apprends aussi énormément, mais c'est important de montrer et de faire sortir des choses que les artistes eux-mêmes n'avaient peut-être pas montrées depuis longtemps. Et c'était peut-être aussi l'occasion de leur donner pour montrer des choses qu'ils avaient envie maintenant peut-être de montrer aussi. Voilà. Donc c'est juste une bonne idée au bon moment, avec une foule d'artistes passionnés pour un résultat passionnant. Voilà. Donc par exemple cette exposition-là, c'est vraiment une collaboration que tu as faite avec des artistes qui t'ont fait confiance. Et comment ensuite a été effectué ce choix face à la pléthore d'archives qui est accessible ou pas? Comment on choisit et qu'est-ce qu'on décide de montrer? Moi je suis boulimique, donc moi je veux tout montrer. Donc en fait je n'ai été limitée que par le temps et par les mètres carrés que j'avais à disposition pour essayer de mettre tout le monde et de présenter tout le monde. Mais ça a été pour moi beaucoup de découvertes de travaux, d'artistes dont je connaissais les travaux actuels mais pas forcément anciens, ou d'artistes que je ne connaissais pas. Donc le choix il n'a pas du tout été sur un critère universitaire, intellectuel, mais il a été sur un critère intéressé et passionné. Donc c'est peut-être aussi le défaut de cette exposition-là, mais c'est aussi comme ça qu'elle se construit et comme ça qu'elle va grandir, dans justement le fait qu'elle va s'affiner et se perfectionner. Mais c'était montrer un dessin et montrer toute la richesse. Et il y a autant de styles finalement que d'artistes, même si j'aurais bien aimé et que peut-être je ferai aux prochaines regrouper par style, par développement des styles, par évolution des styles.
Mais là encore, c'est quelque chose qui est très pointu et qui demande beaucoup, beaucoup de travail aussi pour moi qui n'en suis pas en plus. Mais c'est en fait, j'ai ouvert une boîte de Pandore et des choses qui sont à dire sur le sujet sont infinies, donc je ne suis pas prête de m'arrêter. Voilà. Pour monter cette exposition donc, sur Paris, mais aussi auparavant à Metz, tu t'es aussi entouré d'artistes, donc Darko qui est présent dans la salle et Ondo aussi pour Metz. Comment s'est construite cette collaboration avec les artistes ? En fait, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'exposition n'est possible qu'avec les artistes. Elle est constituée à 97% des archives personnelles des artistes. Donc sans eux, l'exposition n'existerait pas. Et je trouve que d'abord, c'est une façon d'être tout à fait juste et cohérente avec le propos, mais en plus, quelque chose d'assez impressionnant et très agréable à constater pour moi, en tout cas, et de voir que ça a été possible de le faire comme ça. Après, moi, je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis une extérieure au mouvement. Donc même si je m'y intéresse depuis 20 ans, je ne l'ai jamais pratiqué, je l'ai vendu, je connais les artistes, j'en ai suivi certains en terrain vague, j'ai vu des choses qu'on ne voit plus, etc. Mais je n'ai pas le savoir des artistes de graffiti ou des artistes vraiment acteurs du mouvement. Et si j'ai appelé Ondo sur Metz, c'était pour une partie finalement assez c'est lui qui a apporté la magnifique pièce de Dynastie, donc qui est le premier sketch, le sketch du premier train qui a été peint en France. Donc c'était un bel apport à l'exposition. Et après, pour Paris, comme je voulais parler de Paris, il était normal que je m'adresse à Darko, qui est un des acteurs aussi précurseurs de la scène parisienne avec le terrain Stalingrad. Et justement, je lui ai délégué toute cette notion-là de qu'est-ce qui est important de montrer, de qui est-ce qu'on doit parler, qui est-ce qu'on a oublié et de qui est-ce que ce serait bien de parler à nouveau et de montrer. Et ça, moi, je ne connais pas et je pense que l'exposition est faite aussi pour être partagée entre ma vision de l'extérieur et une vision beaucoup plus sensible peut-être aussi, mais en tout cas parfaite de l'intérieur. Donc elle est aussi faite pour être de toute façon partagée avec d'autres. Donc on est vraiment dans un croisement de sources, en fait, de témoignages. Les textes de salle aussi ont été écrits collectivement avec les artistes ? Alors il y a des textes, oui, que moi j'ai écrits, il y a des textes que Darko a écrits, il y a des textes que Tarek a écrits. Et effectivement, j'ai fait appel aux gens qui connaissaient bien leur sujet et qui étaient à même d'écrire des choses sensées. Et le but du jeu, c'est quand même d'instruire les gens. Donc si je mets des choses fausses au mur, déjà dans les textes, ce serait complètement idiot. Et voilà, et donc il faut faire appel aux gens qui s'y connaissent vraiment bien pour avoir justement les bonnes informations à divulguer à un public nombreux qui vient ici très très souvent et qui est très large. Donc oui, c'est aussi leur collaboration. Donc en effet, les publics sont là, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et qui se déplacent pour voir des expositions comme celle-ci. Est-ce que néanmoins ça a été aussi simple du côté des centres de diffusion ? Donc je pense par exemple au centre Fluctuart ou à Metz à l'Arsenal. Parce qu'en effet, nous, en tant que fédération, on constate qu'il y a un certain frein de la part de l'institution, pas toutes, hein, évidemment, on en parlera avec Claire sur le Mucel qui a été très à l'avant-garde sur l'art urbain, mais voilà, il y a encore des difficultés pour œuvrer à la reconnaissance pleine et totale de l'art urbain au sens large, hein, graffiti, street art, néomuralisme. Donc comment vous avez réussi aussi à convaincre les personnes de l'autre côté de la barrière qui parfois méconnaissent aussi ces pratiques ? Dans les deux cas, et pour l'Arsenal et pour Paris, j'ai quand même eu affaire à des gens qui connaissaient un petit peu. Donc à l'Arsenal, il y avait Myriam Aïdir qui a co-commissionné l'exposition à l'Arsenal de Metz avec moi, qui s'est occupée de la scène du Grand Est et que je connaissais déjà depuis longtemps. Et puis pour Fluctuart, il y avait quand même Nicolas de Géraud-Lasserre, on se connaît aussi depuis un certain temps. Donc je pense qu'ils ont été surpris du résultat, mais que l'accord passé, la confiance faite a été sur le fait qu'ils connaissaient aussi un peu mon travail et se disaient que, pourquoi pas, on va faire une exposition, pourquoi pas, mais voilà, du graffiti, on peut demander à Valériane, elle sait monter des expositions, mais je pense qu'on a tous été assez étonnés du résultat, autant moi que eux, de ce que ça pouvait soulever comme sujet, comme problématique,
comme chose à dire, comme richesse, et que le résultat est époustouflant et amène beaucoup de monde. Et je pense que ni l'Arsenal, ni Fluctuape, ni même moi au tout début, on s'attendait à un tel intérêt en fait et une importance encourageante en tout cas de réception du public, de voir que tout public s'y intéresse et que les questions fusent et que ça peut être familial, intéressé, curieux ou collectionneurs un peu pointus qui viennent ici aussi se documenter, donc c'est ici ou à l'Arsenal, et même les artistes d'ailleurs, voir des choses qu'eux n'ont pas vues depuis 20 ans et qu'ils ont connues par cœur. Donc voilà, c'est vraiment un endroit de réflexion et de partage d'une source de données énorme. C'est vraiment aussi une relation de confiance que tu construis avec des acteurs institutionnels. Cette exposition, elle est donc itinérante. L'idée, c'est de poursuivre ce voyage en France et à l'international, peut-être? En fait, l'idée, c'est de développer le sujet. Et le sujet, comme il est sans fin, c'est l'enrichir des scènes locales, nationales ou internationales. Donc, du coup, pour les confronter ou simplement apporter un regard des Français aux Américains ou des Américains aux Français, ou, enfin, voilà, ou de la scène de Bordeaux, de Toulouse ou de Paris sur la scène de Paris. Enfin, bon. Donc c'est vraiment de l'enrichir et de confronter les uns aux autres. Et pour ça, il faut qu'elle bouge, ouais. Il faut qu'elle soit montrée et il faut qu'elle s'offre à des regards et à d'autres artistes qui auront envie d'avoir des choses à dire et de soulever eux-mêmes leurs propres archives. Donc elle est prévue pour être itinérante, en France comme à l'étranger. Merci Valériane pour ce retour d'expérience et pour cette exposition qui nous entoure. Je vais donner la parole à Grégory Jubé, donc si tu veux, tu peux te rapprocher, parce que voilà, c'est une expérience qui est tout à fait différente, mais qui est complètement complémentaire et pose pas mal de questions. Donc toi, tu as commencé en pratiquant le graffiti aussi dans la rue au cours des années 1990, puis ta pratique a évolué à travers différentes formes artistiques. Et tu as souhaité faire connaître la pluralité des formes de l'art urbain en lançant notamment une initiative personnelle assez singulière en 2018 à travers la création d'un musée du graffiti à Paris. Celui était destiné à montrer des éléments de la rue mais aussi des œuvres réalisées par des artistes issus de l'art urbain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet et je vais lancer quelques images d'illustration pour compléter ton propos. Bonjour. En fait, je viens pas forcément du graffiti, je viens de l'archive au départ parce que je faisais des photos de graffiti et j'ai un peu pratiqué pour comprendre un peu plus le mouvement, donc j'ai peint pendant une quinzaine d'années, mais je viens vraiment plutôt de la photo à la base. C'est suite aux livres les Paris Toncar, les livres... Pardon. Donc j'ai une grosse base de données photos, je l'enrichis toujours aujourd'hui et je me suis mis à me poser la question de la sauvegarde justement de toutes les traces laissées et puis surtout comment les structurer en fait, comment structurer ces archives. J'ai fait quelques acquisitions de toiles quand j'ai commencé à gagner ma vie. Voilà, je voulais sauvegarder, disons, une pièce par artiste, parce que pour moi ce qui est intéressant, enfin, c'est ce que disait très bien Valériane, c'est que chaque artiste a une patte, et du coup de chaque patte il en ressort un style. C'est vraiment la question du style qui m'a intéressé dans le graffiti, et d'essayer de justement déployer cet éventail et du coup sauvegarder un petit peu de chaque style. Le marché ayant fait son œuvre, il y a eu quelque chose qui m'a quand même pas mal embêté, c'est que le graffiti passait d'un support sur mur à un support sur toile. C'est quelque chose qui m'a un peu tracassé dans le sens où pour moi ça ne reflétait pas ce qui était intéressant dans le graffiti, parce que ce qui est intéressant c'est vraiment aussi toute une zone d'ombre qui est d'ailleurs très bien représentée dans cette expo, c'est-à-dire qu'en fait entre ce qui s'offre au public dans la rue et l'artiste, il y a tout un cheminement qui est difficilement présentable, c'est que ce soit l'acte performatif, que ce soit l'acte de recherche en amont, que ce soit les inspirations. Jay le disait très bien, enfin, il y a des artistes qui sont inspirés par la musique, il y en a qui sont inspirés par la danse, il y en a qui sont inspirés par leur vie. Voilà, tout ça était hyper pluriel.
Et l'idée du musée, c'était comment essayer de parler de tout ça, qui est un message qui est en fait le mien, mais que j'ai essayé de calquer sur tous les artistes que j'ai pu rencontrer ou de toutes les expériences que j'ai tirées de l'extérieur. Voilà, tout en illustrant par une scénographie qui était un petit peu orchestrée. Pour la faire assez courte, le musée était sur 3 étages. Il y avait un étage qui présentait le travail tel qu'il est dans la rue, un second étage qui présentait des toiles et donc un petit peu tout l'aspect négatif qui a pu... Le marché a apporté beaucoup de visibilité, mais en même temps il a occulté toute une part intéressante du mouvement. Et pour revenir à un peu, qu'est-ce que c'est être collectionneur d'art urbain en fait? Parce que c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, c'est quoi collectionner de l'art urbain? Ouais, voilà, oui, bah, pardon. Ça, bah, typiquement, ça, moi, c'est un artiste que... C'est à peu près l'artiste que j'ai découvert quand je suis arrivé à Paris, c'est O'Clock, qui avait fait un passage, bon, je pense qu'il... C'est marrant parce que c'est un artiste totalement paradoxal, je pense que tous les graffeurs à Paris le connaissent, même à l'international, c'est un artiste qui a une renommée, on ne peut pas lui enlever, il est aimé ou détesté, mais enfin, on n'y est pas insensible. Pourtant, aujourd'hui, peu de musées ont des pièces, peu de collectionneurs ont des pièces de lui, parce qu'il a catégorie... Enfin, je ne sais pas si c'est catégorique, mais on voit très peu de pièces de lui tourner dans les salles d'expo. Et toi, dans ce musée du graffiti, il y a des choses qui venaient de la rue. Comment, finalement, qu'est-ce que tu montrais concrètement? Je ne sais pas si on voit une autre image. Qu'est-ce que tu montrais dans ce lieu? En fait, le lieu, j'ai essayé de... Alors, c'est ça qui était un peu... qui a pris beaucoup de temps, c'est qu'en fait, je faisais en fonction des publics. C'est-à-dire que c'était vraiment une médiation qui n'était pas tellement préparée en amont. Il y avait, disons, une introduction qui permettait de comprendre c'est quoi le graffiti par rapport... Pourquoi ça revêt un intérêt culturel à notre époque. C'était notamment un lien qui était fait avec les réseaux sociaux et la capacité aujourd'hui que chacun a de se présenter visuellement aux autres et en même temps une sorte de personal branding qui permet à chacun de se rendre visible. Voilà, disons que c'était mon message d'introduction où je faisais un parallèle entre Internet et le graffiti. Et bon, c'est une théorie que j'ai, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde fait du graffiti grâce à Internet. Tout le monde peut rendre son art accessible à chacun grâce aux réseaux sociaux. Mais il y a certains artistes encore, je pense par exemple à Honnête, qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux ni sur Internet, néanmoins il est très connu de la communauté graffiti et des gens qui travaillent sur lui. Donc il y a aussi d'autres éléments d'archives qui peuvent être utiles pour faire découvrir ce travail. Là par exemple, ce que l'on voit sur l'écran, c'est des stickers, c'est des choses que toi tu as récupérées dans la rue pour les montrer de manière vraiment physique dans un lieu, dans ce musée du graffiti. Oui, je me suis rendu compte que la photographie, parce que les archives, je sais pas, j'ai plusieurs centaines de milliers de clichés, donc c'est très difficile de le présenter, surtout que le public est réceptif sur 10 minutes, quoi, donc il faut capter l'attention. Et en fait, je me suis dit que ce serait dommage qu'il n'y ait que des traces de traces, en fait. C'est-à-dire que soit on a des archives, c'est des sketchs de murs qui ont existé mais qui n'existent plus, on a une photo du mur qui existait. Mais moi, ce que je voulais conserver aussi, c'était pour ces artistes que je trouvais avec une pratique hyper personnelle, je voulais au moins sauvegarder un support urbain tel qu'il a été dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup, alors je sais que le Mucen fait des récoltes qui vont aussi dans ce sens, mais il y avait peu de choses qui avaient eu une existence dans la rue. Et pour moi, bon, je regarde ce mouvement comme un mouvement artistique et je m'attache vraiment aux œuvres. C'est un peu malheureux de dire que je ne m'attache pas aux humains, mais il y en a tellement d'artistes que c'est compliqué. Et puis c'est très difficile de les rencontrer. Je voulais pas non plus que ça vienne parasiter moi la ligne éditoriale que je voulais donner au musée. Alors les supports urbains, en fait, ça me permettait de rattacher à l'artiste, de montrer que ma pratique a été un peu la même qu'eux, c'est-à-dire que pour leur rendre hommage, j'ai pris autant de risques qu'eux pour aller récupérer les supports, pour documenter une infime partie, mais au moins quelque chose d'existant vraiment, de physiquement ayant eu une vie dans la rue, peut-être 10 ans, parfois peut-être que quelques semaines, mais voilà, c'était ça l'envie aussi. Est-ce qu'en prélevant des éléments urbains, à la fois des supports, mais aussi des choses qui ont été rajoutées dans la rue, c'est quelque chose qui a été compris, je pense notamment au public
du musée du graffiti, mais aussi aux artistes eux-mêmes qui ont pu retrouver certaines de leurs tags ou certaines de leurs œuvres à l'intérieur du musée. Alors, je pense pas que c'était compris. J'espère que le temps fera son œuvre. De toute façon, c'est un travail qui est hyper complexe parce que d'un côté, s'il n'y avait pas eu récupération des œuvres, les mairies, enfin, disons que l'État aurait fait son travail, c'est-à-dire qu'ils auraient effacé sans sauvegarde photographique ou sans documentation. Donc, en le laissant, ça disparaissait. Et les graffeurs, quand ils ont un bon niveau et qui peignent beaucoup, bah, en fait, un tag, c'est un tag parmi 1000 autres. Et du coup, oui, il y a eu peur de la récupération, mais en même temps, ça restait là. Donc, c'était voué à disparaître. Et moi, c'était vraiment... Alors, bon, c'est marrant parce que vous montrez des photos de Clock, mais c'est vraiment typiquement le genre d'artiste où, pour moi, il fallait qu'il y ait un moment, un élément physique qui soit conservé de son art, pas juste un sketch, pas juste un truc qui a été fait dans un black book, mais vraiment une preuve matérielle de ce qu'il a pu laisser dans Paris. À travers tous ces témoignages, on voit moi j'ai souvenir qu'il y avait beaucoup de choses quand on visitait ce lieu. Donc actuellement, ce musée en tout cas a été fermé. Et qu'en est-il de ces œuvres? C'est-à-dire, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as gardé? Est-ce que tu les conserves? Et est-ce que c'est complexe aussi dans la conservation? En fait, j'ai pas de budget. J'avais un budget qui était constitué pour faire le projet sur une durée limitée dans le temps. Il faut savoir qu'avant de monter ce projet seul, j'ai quand même tapé à la porte de tous les musées un peu de Paris. J'ai envoyé des courriers, j'avais entamé des démarches. Et bon, ça n'a pas abouti, donc je l'ai monté tout seul. Ensuite, je suis un peu comme Valériane, c'est-à-dire que j'aime tellement tout que ça a été le plus gros du travail, ça a été la sélection, pour en fait pouvoir créer une vraie médiation courte et un travail, un travail justement un parcours pour faire passer les gens qui rentraient dans le lieu de non sachant à je comprends qu'il y a derrière tout ça un mouvement artistique, même si je n'aime pas. En fait, ce qui est un peu le combat perpétuel dans l'histoire de l'art, c'est pas parce que ça vous plaît pas que c'est pas de l'art. Moi, le gros travail, ça a été aussi de positionner ce mouvement dans la chronologie des arts classiques. Et comme je viens du design, ça a été aussi de le repositionner par rapport aux arts appliqués, c'est-à-dire un art qu'on n'a pas encore eu beaucoup en Europe. Il y a eu un art typographique en Asie, il y a des arts typographiques dans les pays arabes, mais on n'avait pas forcément, depuis l'enluminure et la publicité, un art typographique puissant ici. Ouais, juste, en fait, ça c'est... en fait, le musée, avant d'être à Paris, j'avais eu la chance, grâce à Christian Modeo, de présenter une partie de la collection en Italie. Et en fait, je suis parisien depuis quelques années, et ce qui m'embêtait vraiment, c'est que toutes ces pièces aient eu une reconnaissance à l'international avant même d'avoir pu être présentées à Paris. Donc le musée, en fait, c'était presque un dû de ma part. En fait, j'avais pu faire rayonner le truc à l'international, mais ça n'avait pas été présenté à Paris. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis un peu bougé pour faire le musée en France. Donc cette initiative, tu dis qu'elle est vraiment personnelle. Il y a quand même des acteurs institutionnels qui ont pu la visiter. Je pense par exemple à Sophie Duplex, qui est conservatrice au Centre Pompidou, avec qui j'étais allée voir cette exposition en 2018. Donc ce lieu maintenant n'existe plus. Néanmoins, donc, tu as pris des photos de cette présentation. Est-ce que aussi tu as pensé à faire un livre ou à laisser aussi une trace écrite de ce projet? C'est une très bonne question parce que justement, on va s'arrêter là sur la photo je pense, mais c'est justement quelque chose que j'aimerais faire, mais c'était un projet très lourd à porter seul, donc je cherche aussi un peu d'aide pour le mettre en forme. Ouais, alors, bon, moi j'étais quelqu'un d'assez introverti, j'ai une pratique vraiment artistique en solitaire, c'est-à-dire que mes photos je les fais seul, disons que l'archive et l'état d'esprit, enfin disons que la classification de mes archives, elle est très personnelle. Maintenant, c'est vrai qu'en ouvrant le musée, ce qui a été assez génial, c'est que j'ai pu aussi rencontrer d'autres gens passionnés qui sont venus à ma rencontre. Il y a évidemment les musées qui aussi sont venus, comme Sophie Duplex, mais j'ai eu des gens du musée de l'Homme, du musée de la chasse, j'ai eu
le MUCEM évidemment qui est venu. Ça c'est super parce qu'il y a eu une vraie ouverture. C'était la volonté première, c'était aussi de constituer un lieu dans le centre de Paris pour que ce soit facile de faire venir les gens, pour que ce soit facile aussi de présenter des œuvres autres que ce qu'on a l'habitude de voir sur toile. En fait, la volonté, elle était aussi de faire avancer un petit peu à ma petite échelle un mouvement moi, qui me porte depuis pas mal d'années maintenant et qui influe sur ma pratique. Voilà, le but c'était comment ajouter une pierre, comment faire ce qu'ont fait certains quand ils ont ouvert les portes du Grand Palais au graffiti, qui était quand même un challenge, critiquable par certains, mais en même temps une vraie preuve de force par rapport, je pense, politiquement c'était un geste. Voilà, c'est comment aussi apporter, étant issu du mouvement, comment apporter une pierre à l'édifice. Oui, et puis dans les photos qu'on a vues précédemment, tu as aussi fait le choix de faire un focus sur le tag, qui n'est pas forcément la partie la plus évidente pour quelqu'un qui ne connaît pas toute la complexité de ce mouvement. Oui, alors là c'est vraiment en essayant de me caler sur une chronologie d'art. C'est vrai que le mot street art, il est venu faire beaucoup de mal au mouvement graffiti, parce que street art, ça veut un peu tout et rien dire, ça veut dire art de rue. C'est un mouvement qui a pris forme aussi dans le cœur du public, parce qu'on a commencé à avoir des choses qui parlaient aux gens, ou des choses qui étaient moins agressives, des messages qui devenaient un peu édulcorés. Moi, je voulais aussi replacer le curseur sur ce qui est vraiment intéressant et vraiment novateur dans ce mouvement artistique, c'est-à-dire la signature, le style de chacun au travers de la signature, qui est un peu le logo en fait de chaque artiste. Et je pense que ce sera de toute façon ce qui restera de ce mouvement, dans le sens où la question des styles aujourd'hui elle a tendance à être effacée parce que les réseaux sociaux font qu'il n'y a plus un style allemand comme il pouvait y avoir un moment, un style français, un style anglais. On est dans un espèce de gloubi-boulga aujourd'hui. Il y a le marché qui, arrivant avec un peu l'argent et aussi la spéculation, fait que tout le monde veut se mettre au street art ou au graffiti, alors que c'était pas le cas avant. Il fallait avoir un message, il fallait être porté par quelque chose de plus motivant que l'argent. Et c'est aussi pour moi le musée, quand j'ai ouvert le musée, j'ai eu sur les réseaux sociaux une critique qui m'a fait assez rigoler. Ils m'ont dit pourquoi un musée, est-ce que le graffiti est mort? Et ça me tourne encore dans la tête et je me dis peut-être qu'il n'est pas mort, j'empêcherai jamais quelqu'un de peindre, il y a une dynamique qui doit être conservée, mais peut-être que l'argent, la diffusion des réseaux sociaux, il y a pas mal d'éléments qui font que le graffiti ne sera plus jamais ce qu'il a pu être. Et retrouver ce qui en faisait son intérêt, c'est pas forcément les personnages de manga dessinés sur des trains, mais qui sont que des copies de BD ou des choses ayant déjà existé, c'est le tag. Le tag à proprement parler est quelque chose qui est vraiment nouveau pour moi dans le monde de l'art. Merci Grégory. Donc, est-ce que le graffiti est mort dans le musée? Je pense pas. Et du coup, je vais poser un petit peu la question à Claire Calogirou. Donc Claire, pour rebondir en effet à cette question de la pérennisation aussi des traces de l'art urbain, donc Grégory a lancé cette initiative de musée. Mais bon, le musée en France, il a aussi un label, le musée de France, qui enclenche d'autres perspectives de conservation. Donc vous êtes ethnologue et vous vous êtes intéressé très très tôt à la ville et aux cultures urbaines, notamment à travers le skate et le hip-hop. Et à partir du milieu des années 1990, vous avez travaillé donc au Musée national des arts et traditions populaires, le MNATP, qui était situé à Paris, près du bois de Boulogne, et qui était un musée de société, devenu par la suite un musée de civilisation, le MUCEM, en 2013, et qui a ouvert à Marseille. Au MNATP, vous avez lancé plusieurs importantes enquêtes collectes, notamment sur les pratiques du graffiti, à travers donc, la collecte d'objets témoins que vous avez rassemblés et qui font maintenant partie de la collection du MUCEM. Donc, comme je le disais, le MUCEM, c'est un musée de France. Aussi, selon la loi, ces objets sont à la fois inaliénables et imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils font partie du patrimoine français, de la domanialité publique, et qu'ils sont conservés normalement pour toujours. Ces objets donc, sont conservés dans un lieu physique et ils sont aussi présentés de manière occasionnelle dans le cadre d'expositions. Dans un premier temps, peut-être Claire, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative d'enquête collecte et je vais mettre vos illustrations en vous laissant la parole. J'ai fait effectivement quelques choix dans les presque 2000 pièces qui existent au MUCEM. Alors oui, c'est en fait les débuts
Ça a été à la fois des goûts personnels. J'étais, comme l'a dit Valériane tout à l'heure, j'étais intriguée, intéressée par ces inscriptions urbaines. Je ne pensais pas du tout que j'allais en faire un sujet d'étude, de même que je m'intéressais, je regardais l'émission de Sydney en 84, je ne pensais pas non plus que j'allais en faire un sujet d'étude que je liais. Hein. Je sais que tout le monde ne lit pas le graffiti et le hip-hop, mais en tout cas pour une partie des graffeurs ça l'est. En fait j'ai eu la chance de travailler justement, que le musée est en train de se transformer et ouvrir un espace sur la ville. On était peu nombreux à l'intérieur de ce musée à s'intéresser à la ville. Donc il y avait cette transformation du MUSEM. Il y avait aussi le directeur de l'époque, Michel Collardel, qui m'en a parlé. Donc on en a parlé. Je lui ai dit que je travaillais sur d'autres disciplines aussi. Je m'intéressais à la danse, au DJing, et il m'a dit fais ce que tu veux, mais en tous les cas, je veux que tu me développes cette partie-là. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu avoir, donc j'avais son soutien. Donc, et je me suis dit, bon, bah, comment je vais aborder le sujet? Parce qu'il m'intéressait, mais ça ne suffisait pas pour en faire un sujet d'étude et de collecte. Je savais que la démarche que j'allais avoir, c'était de lier la recherche et la collecte, puisqu'on est dans un musée, et que ben, le souhait que j'avais, c'était justement de conserver ce mouvement, cette histoire, ces artistes qui s'y étaient impliqués. Et l'image du musée qui est mort, on rentre au musée parce qu'on est mort, c'est un cliché. Non, je sais, c'est pas du tout. J'ai eu la remarque aussi sur le skate. C'est en fait le cliché qu'on a d'un musée comme d'un lieu mort, et que si on y est, c'est parce que, en fait, le musée tel qu'on le conçoit, tel que le MUSEM le conçoit, c'est un lieu justement vivant, où les acteurs, les citoyens ont leur place. Donc les artistes aussi, bien évidemment. Et donc la démarche que j'ai eue, c'était, qui est la mienne, en fait, ma méthodologie de ma formation, mais on fait toujours des pas de côté là, dans sa formation, on est formaté complètement, c'est de rencontrer des artistes, donc des graffeurs. C'est pas simple, donc avant de commencer vraiment à travailler sur le sujet, eh ben, j'ai fait mes petits pas dans le milieu, grâce à certains qui m'ont introduit, ou qui m'ont introduit doucement, hein, parce qu'il ne faut pas non plus précipiter les choses, surtout quand on ne me connaît pas bien. Surtout que j'avais cette image d'institution qui n'a pas été à mon avantage dans les débuts. Comment une institution qui nous a toujours méprisés, subitement, nous envoie quelqu'un, bon, alors que c'était pas du tout ça. Mon problème, ma démarche, elle était assez personnelle. Le musée m'a laissé faire, mais ma démarche, elle était assez personnelle. Donc, progressivement, j'ai fait mon chemin. J'ai pu gagner la confiance de graffeurs progressivement. Et puis, ben, après, les liens se tissent, les réseaux se tissent. Mais c'est aussi parce que, alors c'est aussi la méthode ethnologique, c'est d'être dans la durée sur un sujet. Donc on ne fait pas que passer, on ne fait pas que faire un entretien et s'en aller. On essaie d'être le plus possible présent. Enfin on essaie, je l'ai fait, c'est-à-dire d'aller dans les vernissages, d'aller dans les festivals, d'aller dans les concerts, les spectacles, enfin voilà, pour connaître mieux. Et ça permettait aussi, bien sûr, de croiser d'autres personnes, des personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, mais que j'ai connues grâce à cela. Et donc une présence assez forte qui en fait complétait les informations. Et en fait, je ne sais pas si je dis collecter les objets ou faire d'abord une recherche, parce que si j'ai pu faire des acquisitions, c'est avec les graffeurs que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que c'est en les rencontrant, en discutant avec eux, en leur expliquant, mais aussi ce qu'ils me racontaient, leur parcours. Ce qui m'intéressait, c'était leur parcours, mais aussi leur rapport à la ville, le rapport sensible, ce regard différent qu'ont les graffeurs, comme dans d'autres petits milieux. Hein, et c'était aussi le rapport aux matériaux. Enfin voilà, toute cette vie quotidienne
et cet engagement passionnel dans une pratique. Et à partir de là, c'était aussi leur dire, ben voilà, qu'est-ce qui pourrait rentrer au musée qui représente à la fois ton histoire personnelle, mais aussi l'histoire du mouvement. Donc la majorité des œuvres qui sont rentrées au musée, c'est comme ça qu'elles sont rentrées. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les enquêtes collectes, c'est-à-dire que, voilà, c'est rencontrer les personnes, discuter, passer du temps, éventuellement les revoir, les recroiser. Quelquefois on n'aboutit pas sur les acquisitions. Hein. Voilà. Mais en même temps, c'est bon, on ne peut pas non plus toujours réussir. Mais rien n'est perdu, la collection est toujours ouverte. Voilà, on en reparlera. Comment ont été choisis donc vous collectez des objets qui entrent dans la collection du MUSEM. Comment vous avez fait ce choix? Parce que le MUSEM est en effet était un musée de société puis un musée de civilisation, donc les critères n'étaient pas définis sur un plan esthétique, et vous avez vraiment une approche ethnologique. Oui, mais alors je ne veux pas dire qu'elle est que ethnologique, parce qu'elle est aussi esthétique, même si les choix qui sont faits, c'est pas parce que je prétends avoir un regard esthétique qui est le seul et juste en fait. D'abord, les choix sont faits aussi quelquefois par hasard, de rencontres, de cheminement, de contacts. Il y a beaucoup de lacunes. Ça, je pense que sur un sujet comme celui-là, il faut être extrêmement modeste. Il y a beaucoup de lacunes. Que d'autres maintenant, puisque au début j'ai travaillé pendant très longtemps toute seule. C'était pas, en même temps ça ne me déplaisait pas, mais c'était pas non plus toujours très simple. Et maintenant, bon, on fait appel à d'autres personnes qui nous aident, qui peuvent se déplacer aussi, aller en Europe pour collecter. Mais au départ, quand j'ai voulu aller en Europe, parce que le graffiti, il n'est pas que, enfin les graffeurs ils bougent, ils voyagent. Donc c'est parce que j'avais tissé ces liens de confiance avec certains graffeurs que j'ai pu partir aussi en Europe. Je pense que Darko s'en souvient, nous sommes allés ensemble à Hambourg. Voilà, mais il y en a d'autres aussi dans d'autres villes. Donc la collection, elle est de dimension européenne, mais elle n'est pas exhaustive. C'est un focus sur certaines villes, en discutant avec les graffeurs. C'est-à-dire, je fais mon apprentissage aussi, ma formation, en discutant avec les graffeurs. Donc là, tu es en train de montrer le mur de Berlin. C'est un contre-exemple de tout ce que je raconte, parce que le mur de Berlin, je ne suis pas allée le choisir, en étant allée à Berlin, il faut un morceau du mur. Et donc ce morceau du mur, on ne l'a pas choisi, c'est le Sénat qui nous a envoyé quelques photos, et donc on a choisi un morceau de ce mur, sans que j'ai, je dois le dire, beaucoup d'informations. Donc je fais appel de manière à des informations sur ce morceau de signature, parce qu'elle est partielle. Vas-y. Non, je vais dire, mais je continue. Donc il y a à la fois des... J'ai montré un petit peu les images d'avant, donc il y a des dessins, il y a des objets aussi, il y a du mobilier urbain, et il y a donc des bouts de murs qui sont rentrés dans cette collection. Alors il n'y en a pas énormément parce que c'est très compliqué. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure le portail de Marseille, voilà, qui c'était très compliqué à déplacer. Il a été négocié avec Euromed. Et ça avait fait une tonne, donc je ne sais pas si on bougera beaucoup. Par contre, le mur de Berlin a été exposé au musée, dans les collections permanentes que le musée a ouvert. Donc la partie qui a été, il y a une partie qu'il fallait absolument qu'elle soit présente, qui représentait la ville, donc le mobilier pris dans la ville, donc des portails, enfin il y a quelques portails, il y a du mobilier urbain, boîte aux lettres, voilà, plusieurs choses. Et alors là, donc, le train fait partie quand même d'un sujet important dans la collection. J'en profite pour dire que quand je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire rentrer comme objet au musée avant de commencer à rencontrer les graffeurs, j'ai dit d'accord, il y a les photos, mais on ne peut pas collecter pour le musée que des photos. Donc il faut à la fois des objets donc, qui soient personnels des graffeurs, mais aussi des objets qui racontent une histoire. Donc la partie des trains et surtout des objets aussi, pas seulement
légaux, mais aussi illégaux. Ce qui a été une partie un peu compliquée avec les juristes de la Réunion des musées de France, qui m'ont quand même permis, je dois quand même remercier la Réunion des musées de France, qui m'ont permis de voyager en Europe, sinon je n'aurais pas pu, mais qui étaient toujours présents dans les commissions d'acquisition, qui validaient en fait les choix que je faisais, quelquefois qu'ils les rejetaient, mais en général qu'ils les validaient. Et quelquefois ça a posé des problèmes, que ce soit des pièces qui étaient illégales. Voilà. Il y en a qui ne sont pas rentrées dans les collections, qui sont en attente. Oui. Non, je porte ce rideau là de Xoupette parce que en fait j'ai raté la slide où il y avait le cartel, disons, expliquant que c'était un rideau qui a été pris à Barcelone, fait par Xoupette. Donc, tous ces objets font partie de la collection du MUSEM. Il y a eu aussi des occasions d'exposition temporaire où vous avez pu présenter aussi ces objets collectés. C'est là aussi une partie compliquée. La collection, elle a été présentée à Nantes, au lieu unique, en 2011-2012. Une partie aussi de la collection a été présentée la partie graphe en Méditerranée a été présentée au MUSEM en 2018 ou 2019, j'ai un trou de mémoire. Et sinon, il y a beaucoup d'objets qui sont empruntés pour d'autres expositions. Voilà. Comme là, ça va être le cas à la Philharmonique de Paris, comme ça a été le cas à la Cité de l'Immigration, qui a fait une exposition sur la musique Paris-Londres, sur les musiques, qui a aussi emprunté des objets. Voilà. Ça me permet de dire aussi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, que dans les choix que je faisais, c'était justement des choix qui étaient sur l'ensemble de ce qui peut constituer la vie du graffeur et ses œuvres, c'est-à-dire pas seulement un tableau, ce qui était souvent le cas quand les graffeurs me voyaient, des musées, ça veut dire on va lui montrer nos dernières toiles, mais c'était justement toute cette histoire, tous ces sketchs, là, je fais absolument concurrence avec mon ami Valériane, mais c'est un joke, hein, c'est un joke. Et à la fois les outils, les vêtements, des bijoux, voilà, et aussi des créations, parce que je ne sais plus si j'ai mis... alors ça c'est aussi une œuvre que j'apprécie beaucoup, que j'ai pu prendre dans la cave de Psychose, son Gadapost, qui a été alors énormément exposé, avec toutes les signatures de ses copains quand il venait chez lui, et qu'il emmenait dans les catacombes, puisque Psychose descendait beaucoup dans les catacombes. Donc c'est une variété d'œuvres, du plus petit avec des capes jusqu'aux œuvres plus monumentales comme le mur. Et une des dernières acquisitions, là, une reproduction du train, d'un train du métro de la ligne 13. Par Sydney, qui a fait un autre... De Sydney, dont tu as présenté, tu présentes aussi une autre... Donc ces enquêtes, actuellement, est-ce qu'elles se poursuivent? Puisque c'est quelque chose qui a été initié maintenant il y a un certain temps, en 1995, vous arrivez au musée, début des années 2000, ça s'intensifie. Voilà, début des années 2000, oui. Et donc, et bien, au bout d'un moment, on est moins vaillant dans les festivals, les vernissages, et puis... avec les conservateurs avec qui j'ai travaillé, on a eu envie aussi de faire appel à d'autres personnes qui peuvent nous aider, qui ont pu partir. Là, dernièrement, il y a eu des enquêtes en Italie, en Espagne, et puis au Maroc et en Tunisie, et puis actuellement des enquêtes en Grèce, Portugal et Europe de l'Est, qui compléteront un peu la dimension européenne et historique aussi du graffiti. Je montre quelques exemples à l'écran. En effet, l'équipe au MUSEM poursuit ce travail. Je pense à Elia Pockner qui a endossé ce rôle aussi, un rôle
dans l'art contemporain. Donc ça, c'est une grande question aussi. Introduire l'art contemporain dans un musée de civilisation, ça pose beaucoup de questions. Donc on espère en effet que ces collections vont se poursuivre. Et puis je voulais montrer peut-être dans les dernières slides un panneau qui avait été fait à l'occasion de cette exposition au lieu unique de Nantes. Absolument. Je voulais, enfin, depuis longtemps, je poursuivais mode. et donc, je l'avais rencontré donc, à plusieurs reprises, on s'est vu plusieurs fois. Et à l'occasion de cette exposition, c'est lui qui a proposé de faire la toile dans le cadre de cette exposition, mais qui a été achetée grâce aux amis du MUSEM, qui est dans les collections du MUSEM. Et donc il a eu une carte blanche pour faire l'œuvre qu'il avait envie de faire, et qui est en fait de son point de vue, ce qui s'appelle no comment, c'est-à-dire de son point de vue sur un peu désillusionné sur le milieu du graffiti. Et je suis très fière de cette toile. Donc vous aviez dit en introduction qu'il y avait environ 5000... Non, je délire encore. Bon, 2000. Environ 2000, mais je ne suis même pas sûre. Environ 2000 œuvres. Est-ce que vous avez connaissance d'une autre institution à l'international qui a fait de même, ou en tout cas qui a vraiment eu une initiative très marquée envers l'art urbain et notamment le graffiti? Je sais qu'aux États-Unis, il y a des collectionneurs privés, donc aujourd'hui, il y a des musées privés. Quand j'ai commencé à travailler sur le graffiti, je posais la question, en particulier quand je suis allée en Belgique, en Allemagne, je posais la question. À l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait eu des expositions, il y avait des graffiti artistes qui avaient vendu des œuvres, enfin une œuvre dans un musée, mais pas... en plus, c'est une collection qui est, entre guillemets, anthropologique. C'est-à-dire qu'il n'a pas que des œuvres, mais qu'il y a aussi toute la dimension quotidienne du graffeur. Donc, à ma connaissance, non, mais peut-être que je me trompe. On connaît d'autres institutions, par exemple le Museum of Graffiti de Miami ou l'Urban Nation à Berlin. Mais c'est vrai qu'un travail comme ça, mené à travers l'ethnologie, c'est vrai que peut-être c'est assez unique et ça en fait aussi une pièce d'étude qui intéressera, je pense, beaucoup d'historiens de l'art et d'anthropologues. Merci Claire pour ce témoignage. Peut-être pour finir cette table ronde, je vais inviter Lorca à me rejoindre. Donc Lorca, donc, toi tu es artiste et tu travailles dans la rue en jouant notamment avec les objets du quotidien et notamment les rebuts, les vestiges de la rue. Tu travailles à leur donner une seconde vie, voire à modifier aussi leur apparence pour les questionner et pour questionner leur place dans nos sociétés. De manière très complémentaire à ton travail artistique, tu as très vite accordé une grande importance à l'idée d'archivage, à travers un processus de documentation de ton propre travail, mais aussi de celui des autres œuvres de la rue et des autres artistes qui font des propositions dans l'espace public. Peut-être dans un premier temps, tu peux nous expliquer d'abord comment tu as considéré la documentation de ton propre travail, et puis je vais mettre des illustrations pour compléter. Du coup, comme tu le disais, c'est vrai que ce qui m'intéresse, moi, c'est travailler dans la rue à partir d'encombrants. Et pour arriver à ce stade-là, je me suis expérimentée une dizaine d'années dans la rue à reproduire tout ce que je croisais. Donc je suis née en 1987, donc c'est dans les années 2000 où j'ai commencé justement à réellement développer un attrait pour la rue. Et c'est déjà une période où en fait pour moi l'art de rue il a été hyper présent dans ma jeunesse et dès le départ. C'est-à-dire que quand j'allais sur le chemin de l'école, je pouvais voir sur les murs des tags, des graffitis. Donc en fait des jeunes, ça fait partie de on va dire justement de mon éducation culturelle, brute dans le sens où ma famille n'était pas forcément intéressée par les musées et donc ça a construit justement tout mon attrait en fait pour l'art, quoi. Et donc en grandissant, j'ai eu envie de reproduire tout ce que je croisais en extérieur et donc j'ai eu comme ça une dizaine d'années d'expérimentation pendant toute ma période du collège jusqu'au lycée.
Et il y a eu une sorte de frustration qui était immense parce que je passais mon temps en fait à reproduire les différentes techniques que je croisais, mais je ne trouvais pas de finalité en fait à tout ça, c'est-à-dire que je ne trouvais pas mon écriture justement. Alors on a beaucoup parlé d'écriture avec le tag, et j'avais cette frustration en fait d'être dans des sortes de copies de lettrage et de jamais réussir à trouver ma propre identité plastique. Et c'est vraiment justement après en grandissant, en rentrant à la fac d'art plastique à la Sorbonne, où en fait ça a fait déclic et où j'ai raccroché tout cet attrait pour la rue avec d'autres choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire que depuis toute petite, je récupérais des encombrants dans la rue pour les revendre avec ma mère en brocante. Je m'amusais à les repeindre dans le garage à mon père pour les remasteriser et qu'on puisse les vendre un peu plus cher. Et en rentrant à la fac, en fait, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que je pose dehors et que j'arrive pas à trouver ma patte. Et en même temps, je récupère des masses d'objets abandonnés que je vends 3 fois rien dans des brocantes. Et je me suis dit, mais en fait, ces objets abandonnés dans la rue, ils ont vraiment leur histoire et leur sens, justement, anthropologique. C'est-à-dire qu'ils racontent vraiment une histoire de notre civilisation actuelle, de notre manière de consommer, de notre manière de vivre. Et c'est là que ça a vraiment fait déclic. Je me suis dit, en fait, ces objets, il ne faut pas que je les utilise comme simple support pour dessiner, il faut vraiment que je les utilise comme matière première pleine de mes projets, quoi. Et donc à partir de là, j'ai commencé, donc du coup, à partir des années 2009, donc j'ai commencé à vraiment développer des séries à partir d'encombrants. Et en fait, dès mes premiers projets, ça a été cette question de l'archive, elle est venue directement, quoi. C'est-à-dire que la découverte de la photographie, je l'ai fait pareil dans les années 2000, en même temps que cet attrait pour le graffiti, et dès vite, je m'étais acheté des appareils photo jetables. Je n'avais pas forcément les moyens d'avoir des appareils photo avec tout le système qu'elle avait. J'allais justement dans les centres commerciaux et je m'achetais des appareils photo jetables que je faisais ensuite développer. Donc je m'amusais à prendre comme ça, donc pas du tout des graffitis, ni rien d'artistique dans la rue, mais vraiment au contraire des sortes de vues urbaines. Et après, je me suis rendu compte justement de tous ces attraits qui, en rentrant à la fac, ont créé justement cette dépendance de l'archive. C'est-à-dire que dès mes premiers projets, je me suis rendu compte que le seul outil qui m'accompagnait systématiquement dans la rue, c'était l'appareil photo. C'est-à-dire que ce n'était pas la bombe de peinture, ni le cutter ou le tournevis. Ce qui m'accompagnait sur chacune vraiment de mes actions, c'était cet appareil photo et par la suite maintenant le téléphone, vu que le téléphone est devenu finalement une extension pour la capture visuelle, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, après maintenant 10 ans de pratique de la sculpture en extérieur, je me rends compte que finalement, sans cette dépendance à la photographie, je suis persuadée que j'aurais jamais développé tous les projets que je fais aujourd'hui, quoi. Et donc l'archive, elle est pour moi vraiment l'œuvre finale de mes projets. Et c'est ça surtout qui m'intéresse avec la sculpture, c'est que la sculpture, elle a eu cette faculté de pousser l'éphémère à son paroxysme, c'est-à-dire que je me rendais bien compte que le tag et le graffiti, tout ce qui était mural, avait cette notion d'éphémère, mais qui a la possibilité quand même de rester très longtemps aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces, selon leur positionnement, peuvent rester des décennies, quoi. Alors qu'avec la sculpture, c'est impossible. C'est-à-dire que travailler la sculpture à partir de déchets, il y a cette impossibilité dans le sens où les services de propreté vont forcément passer devant, et à aucun moment ils prendront la décision de laisser ces déchets sur le trottoir, quoi. Et donc du coup, en me lançant dans cette démarche, je me suis dit, c'est génial parce qu'on pousse justement le paroxysme, on pousse l'éphémère jusqu'à son paroxysme. Et pour moi, c'était vraiment une évidence du coup de devoir le documenter. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je suis allée poser dans la rue sans cette notion d'archivage. C'est-à-dire que ça soit sur le lieu géographique où je pose, les adresses, les jours où je pose, les heures où je vais poser. J'ai une sorte de collecte un peu frénétique de toutes ces informations. Et je vois avec le recul que c'est justement tout cet archivage qui va faire vivre mes projets. Comme je dis aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je pose dans la rue et très peu de gens en réalité ont vu mes sculptures en vrai. Et ça n'empêche pas qu'il y ait une sorte d'engouement autour de mon travail avec des gens qui connaissent très bien mon travail, alors que beaucoup n'ont jamais vu de sculpture en vrai. Et c'est là que justement, ça a créé comme je dis, cette dépendance aux outils numériques et aussi cette envie justement d'être maître de mes propres archives. On ne voit pas de sculpture de ton travail à l'écran, mais je vous laisserai regarder, c'est assez impressionnant. Par exemple, tu reprends des vieux matelas et tu les transformes pour en faire des objets alimentaires qui sont extrêmement réalistes. En travaillant sur la mousse, tout d'un coup on a un sushi géant dans la rue. Et ça, c'est une œuvre de Lorca. Donc tu parles de la photographie, mais tu as aussi proposé des objets qui sont des objets qui documentent ton travail. Je crois qu'à l'écran, on en a un exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Donc, du coup, comme je le disais, chaque projet urbain, dès que je conçois un projet, une idée que j'ai en tête, elle va prendre forme, mais elle va prendre forme pas seulement dans la rue, c'est-à-dire que dès le départ, il y a une sorte d'anticipation qui va être liée à l'archive et qui est donc forcément anticipée, parce que si je récolte pas les éléments sur le moment donné, finalement, je ne peux pas constituer mon archive. Et c'est vrai que sur chacun des projets, il y a toujours cette anticipation qui permet après par la suite justement de créer des pièces, on va dire, finales, qui sont pour moi des objets de restitution. Et à mon sens, comme je dis, pour moi c'est vraiment ce qui fait œuvre dans mon travail, comme par exemple avec le projet Ethnie dont tu parles, ces sculptures dans les mains géantes. Donc pendant un an, j'ai cuisiné comme ça 30 matelas dans la rue qui se sont transformés en recettes. Et pour moi, finalement, l'œuvre de ce projet n'est pas l'une de ces sculptures ou l'un de ces éléments. L'œuvre de ce projet est finalement pour moi le livre que j'ai édité, parce que ce livre retrace toute l'histoire de ce concept, il retrace justement tous les endroits où j'ai été posée. Il y a une sorte de work in progress qui permet justement de connaître toute l'ampleur du projet et non pas seulement une sorte d'échantillon plastique. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse à travers l'archive, c'est que d'un coup, le fait de travailler moi-même mes propres archives, ça me permet de pouvoir d'un coup créer des sortes de pièces qui vont être clés en main pour le lecteur et qui vont lui permettre d'un coup de découvrir un projet dans sa globalité. Là par exemple on a la valise Vente Flash, c'est donc lié au projet Vente Flash qui a été réalisé dans la rue. Donc c'est une journée en 2013, c'était le 1er avril 2013, où donc pendant une journée j'ai quadrillé le territoire et donc chaque objet abandonné que je trouvais, donc là en l'occurrence j'en ai trouvé 6 ce jour-là, je créais une intervention avec où je simulais une vente, c'est-à-dire que je mettais des pancartes à vendre, vente flash, et avec un contact en bas. Évidemment j'ai jamais eu de contact pour acheter ces objets, mais du coup de toutes ces interventions qui ont été réalisées en un jour, est née cette valise avec différents objets, des dossiers de traçabilité qui justement montrent l'intervention sous forme de flipbook, des cahiers aussi qui retracent justement toute l'histoire du projet, quoi. Et sur chaque projet, c'est ce que j'aime, justement travailler par série et proposer des pièces qui vont ensuite raconter l'histoire de ces actions et de ne pas être justement dans une sorte de duplicata ou de récolte d'éléments, vu que, à mon sens, comme je le dis par exemple pour les sculptures ethniques, même si on aurait ramassé une des sculptures, elle ne représenterait finalement pas l'ensemble du projet. Et donc c'est pour moi seulement des sortes d'échantillons. Là par exemple, on a un autre flipbook qui s'active avec une manuelle où c'est lié au projet Objeticide, donc la série des meurtres d'objets. Pareil, vu que j'ai fait des vidéos, mais les vidéos sont consultables du coup manuellement dans ces compliscopes. Donc en exposition, on peut retrouver les photographies avec ces compliscopes qui sont justement manipulés par les spectateurs. Et donc à chaque fois, ce qui m'intéresse aussi à travers ces archives, c'est justement de penser dès le départ à la scénographie, c'est-à-dire comment un projet que moi je vais développer en extérieur, comment il va pouvoir se donner à voir en intérieur. Là on a par exemple le projet Nature Morte, où c'est l'un justement de mes projets où j'ai vraiment pensé à la scénographie dans sa globalité et où j'ai pu l'exposer directement à la fin du projet. Et où du coup on a comme ça à chaque fois différentes pièces qui sont entre la photographie, l'édition et la vidéo, et qui permettent justement de créer une sorte d'histoire dans l'exposition, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, et c'est vraiment à partir de là, la dernière année de fac, donc après mon master justement de recherche, en dernière année, je me suis rendu compte de l'impact de l'archive, et c'est là justement que l'idée d'un label a émergé, et je me suis dit mais ça serait génial en fait de pouvoir récolter d'autres archives de ce type, et de trouver donc des artistes qui travaillent eux aussi sur leurs archives. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, de se dire qu'un artiste peut avoir aussi un propre regard sur son travail en extérieur, et donc de trouver des artistes qui développent aussi cet intérêt, quoi. Et donc le label est né de cette dynamique avec justement l'envie de trouver des artistes pour qui finalement l'extérieur est une expérience et non pas une œuvre. Comme je dis tout le temps, moi ce que je vais poser dehors n'est pas l'œuvre d'art, ce que je vais poser dehors est une expérience où moi je vais tirer recul et où finalement je vais créer par la suite mes œuvres, quoi. Donc à la différence de J1 qui avait moins ce souci d'archivage mais vraiment d'action dans la rue, directe, de manière plus spontanée, là toi tu anticipes en fait beaucoup ton travail à travers la chose mentale, enfin l'idée de concept, la réalisation et ensuite sa documentation, et c'est cet ensemble qui crée l'œuvre. Donc tu parles de ton label, le label Nouvel Art Urbain.
Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi. Tu en as fait un site internet, et donc l'idée, c'est de collecter des œuvres d'autres artistes et de les montrer, de les présenter. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment est né ce projet? Parce que c'est un projet collectif, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un projet qui est actuellement, on va dire, plus ou moins en pause, parce qu'en fait c'est un projet qui est né donc de fin d'études, où j'avais des amis, donc on était dans 3 filières différentes, donc une amie en histoire de l'art, moi en art plastique et une amie en administration. Et du coup, par l'engouement qui a commencé à se créer autour de ma pratique, j'ai essayé justement de leur montrer qu'il y avait une voie à prendre dans cette direction. Et donc on a initié, lors de ma dernière année d'études, on a initié ce label en 2014, et où on s'est dit, justement, on a commencé à trouver comme ça des artistes sur Paris dont j'étais très proche, et qui avaient justement la même manière que moi de travailler. Et donc par la rencontre, on a commencé comme ça à collecter certaines de leurs œuvres, et à monter justement des essais d'exposition. Et c'est vrai qu'après, justement, on a pris on va dire des directions professionnelles différentes, donc c'est ce qui a un peu, à mon sens, été dur à porter pour moi, vu que j'ai déjà ma pratique personnelle à porter. Et du coup, de porter seul le label, ça a été compliqué. Donc comme je le dis toujours, c'est un projet auquel moi je crois, c'est pour ça que le site est toujours accessible et que ça m'intéresse d'en parler. Mais c'est un projet justement qui demande pas mal de travail. Et il est né justement par la rencontre, c'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre avec d'autres artistes qui ont exactement les mêmes problématiques que ça a créé cette conviction de me dire, mais en fait, les artistes sont à même de travailler leurs propres archives et ils sont à même de donner aussi leur propre interprétation de leur travail. Et du coup, par cette découverte, je me suis dit, mais c'est génial parce que du coup, on n'est pas forcé de faire intervenir justement des vidéastes, des photographes, des historiens. L'artiste peut lui-même nous parler de son travail. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc je me suis rendu compte justement en entrant à la fac et en commençant à aller justement à découvrir le monde des galeries, à découvrir l'art contemporain. Je me suis rendu compte qu'il y avait réellement cette carence, c'est-à-dire que souvent un courant est mal connu sur le moment venu et des années plus tard, on vient à l'étudier, à se demander comment pensait l'artiste, comment fonctionnait l'artiste, et à refaire justement, comme là tu expliquais un peu le cheminement de Jewan des archives, où finalement c'est telle et telle personne qui a les archives, c'est vrai que ça devient une sorte presque de parcours du combattant, alors que les artistes sont finalement encore vivants et seraient à même justement de pouvoir eux-mêmes créer cette documentation. Après, parfois la mémoire des artistes on peut dire, est un peu à l'équilibriste. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de croiser ces sources avec d'autres éléments, comme par exemple une collection de musées, un témoignage. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on apportera de la nuance et de la précision dans l'écriture de cette histoire. Est-ce que tu peux nous dire peut-être 2 mots sur l'œuvre qui est exposée pour illustrer un petit peu ton propos ? Là, par exemple, on a une œuvre d'un artiste qui s'appelle Milo Project, donc un artiste parisien, qui lui travaille vraiment sur des concepts urbains. Donc là, par exemple, on a son projet qui s'appelle le livre aléatoire, donc c'est un projet maintenant qui mène depuis 6 ans, donc il doit en être à son 7e tome. Et donc en fait, le livre aléatoire, c'est un livre de poésie qu'il écrit justement de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il part dans la rue et il fixe un point de départ et un point d'arrivée à ses balades. Et pendant le temps de ce trajet, il va noter sur son téléphone toutes les phrases qu'il entend des passants. Donc en fait, il va capturer comme ça des bouts de conversation des passants qui sont sur le trottoir. Et donc à la fin de son itinéraire, ça va lui donner son poème aléatoire. Et donc il a comme ça créé un livre. Et pour justement que ce livre soit exposé et qu'il le présente, plutôt qu'il soit consultable à la lecture, il l'a fait relire par 100 personnes qu'il a interrogées dans la rue. Et donc, chacune leur tour, ces personnes lisent justement l'une des phrases que lui a récoltées. Et donc, on retrouve un peu, lui, ce qu'il a ressenti quand finalement il a relevé ses phrases et quand il a créé ce livre aléatoire. Et là, on est vraiment dans cet exemple où finalement son travail est impossible à récolter en tant que tel dans la rue. Et pourtant, il y a un travail artistique qui est présent et justement comment réussir à le présenter, quoi. Et là, donc, l'artiste a fait cette proposition où on s'est dit, c'est intéressant, plutôt que le spectateur soit juste un simple lecteur d'un petit livret, il se retrouve dans la position de l'artiste avec les écouteurs sur les oreilles à entendre ces 100 voix différentes, quoi. Cet exemple illustre vraiment toute la pluralité aussi des formes que peuvent prendre l'art urbain, à la fois, comme on en parlait, à travers le tag, à travers le dessin, à travers le graffiti, à travers les objets qui en restent, et aussi à travers des expérimentations on va dire poétiques. Je pense aussi à un artiste comme El Tono qui fait tout ce travail déambulatoire à travers le hasard.
il tire les dés et il se promène comme ça dans la rue et finalement questionne aussi la spatialité de l'espace urbain, parce que dans art urbain, comme le dit aussi souvent Olivier Land, il y a urbain, et évidemment c'est une perspective qu'il faut prendre en compte quand on parle de ce grand mouvement et ce grand terme générique que nous on emploie en tout cas en tant que fédération. Merci Lorca pour ce témoignage. Est-ce que dans le public ou entre les intervenants, il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit ce soir? Ou des compléments, des... Oui. Donc, je me présente, Emmanuel Garcia, dit Spirit, pour ceux qui me connaissent. Je suis un des acteurs de ce mouvement dans les années 80 jusqu'à 2000. Je refais la petite présentation, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, mon surnom d'artiste est Spirit. J'ai fait des graffitis des années 82, 81 jusque dans les années 2000. J'ai eu une pratique avec la Force Alphabétique et les Paris City Painters qui s'est très vite orientée vers le mur peint. Et la question que je voulais poser par rapport à l'intervention de Jackie et de cette personne, voilà, c'est qu'effectivement, je pense qu'il est vraiment temps que les graffiti artistes ou les gens qui travaillent avec l'art dans la rue se prennent en main, parce que c'est, à mon sens, pas normal qu'on ait 2 livres aux États-Unis, Spike Art et Subway Art, qui ont donné une dizaine d'artistes qu'on voit maintenant dans les galeries, dans les musées à Groningen, etc. Et que nous, en fait, on n'est que Paris Concar, qui retrace à peu près ce qu'on a vécu, avec Darko aussi. Donc, je suis venu ici, moi je me suis retiré du mouvement graffiti, vous le savez, depuis longtemps. Je continue quand même à avoir des rapports, notamment avec Snake, qui travaille à l'UNICEF. Je suis venu à cette conférence pour faire valoir le droit aux graffiti artistes, donc je rejoins Mademoiselle, de se prendre en main eux-mêmes et de produire un livre sur l'histoire du graffiti des années 80 aux années 90. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes en fait, qui ont continué et qui se basent sur cette histoire. Cette histoire, elle est interprétée par vous qui travaillez là-dessus. Et je pense que la meilleure manière d'en retracer l'historique, ça serait de faire, c'est une proposition que je fais, un masterclass où les groupes précurseurs à Paris, il n'y en a pas beaucoup, on est en 5, viendraient chacun avec leurs photos, ils auraient 20 photos par exemple, par intervenant, ils décrivent ce qu'ils ont fait, ça, je pense, éclairera beaucoup d'entre vous. Ouais. Donc je pose la question, comment ça se fait par exemple qu'il n'y a pas de catalogue, on ne le retrace pas, moi Internet c'est très bien, j'ai fait des sites Internet pour gagner ma vie, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de livres, pourquoi Lucien n'a pas fait un livre, pourquoi on n'a pas de traces écrites. En fait, moi je collectionne les livres de graffiti, enfin, j'en ai pas mal. Et il n'y en a aucun de français qui relate vraiment ce qu'on a fait. La descente interdite, ça n'a rien à voir avec ce que faisaient Darko et Jay et moi. Autrement, il y a Paris Tonka qui est vraiment très très lacunaire, parce qu'en fait, il est orienté par la personne qui l'a fait, qui était fascinée par les CTK, Noctu, Bando, Lokis, etc. Alors qu'à côté, à l'époque de Stalingrad, je le répète devant les intervenants de Stalingrad, il y avait beaucoup d'autres terrains vagues. Mouton du Vernet, Navillon, d'autres poètes à pain. Donc je ne comprends pas pourquoi on réécrit l'histoire. Je vois sur Internet, je lis les témoignages de Noctu, de vous tous, je dis, attendez là, il manque un truc quand même. Et donc c'est pour ça que je proposerais qu'on fasse une masterclass avec les groupes concernés du début. Donc là il y en a déjà 3. Il en manque un autre, c'est les CTK et la Noctu. Et qu'on dise comment ça s'est passé, parce qu'il y a Michel Robert, par exemple, je vous cite un nom. Cherchez bien cette personne, il est décédé malheureusement. Il a documenté tout le graffiti dans les années 90, et notamment, il a suivi les artistes dans leurs ateliers. Donc là, ça pourrait vous intéresser, parce que nous, quand on pratiquait, on ne vendait rien. Mais on travaillait quand même en atelier, il y a une personne qui a tout documenté. Donc, quand je parle à John, je lui dis, mais comment ça se fait que Michel Robert, on ne voit pas ses photos, elles sont superbes. Un photographe semi-professionnel. Donc voilà, je suis venu, là, il y avait 7 personnes, c'est pas grave, je remercie Valériane et mon ami, parce que grâce à elle, j'ai été présent.
Je m'aperçois qu'il y a même des problèmes à l'intérieur de mon propre groupe, parce que je vois que des œuvres sont présentées de la façon alphabétique comme si elles émanaient de Mango. Donc il y a aussi des dissociations entre nous. Mais par contre, je pense qu'il est intéressant quand même qu'on fasse des réunions comme ça avec un modérateur et qu'on arrive voilà, à s'exprimer sur le passé pour pas qu'on réécrive l'histoire quand même. Je ne suis pas encore mort, je ne suis pas au musée, mais je ne suis pas encore mort. C'était une question en fait. La question c'est pourquoi il n'y a pas de bouquin. Quand tu parles de ce Word, il est partiel, hein, il commence en 77, il commence par avant, donc c'est aussi partiel et partiel. Ouais, mais tous les livres sont partiels. Mais ce Word, il a permis aux collectionneurs de sélectionner certains artistes. Je sais bien, non mais moi je ne suis pas rancunier du fait qu'on m'oublie parce que je ne me suis jamais manifesté. Et en fait, je vais essayer de te donner une réponse. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de livre sur ce qu'on a fait? Je pense qu'il y a des livres. Moi, je ne les connais pas tous. Mais je passe en librairie, je vois les livres. Je ne connais pas la teneur des livres. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'essaie d'expliquer en parlant de moi. Oui. Mais je pense qu'on peut généraliser à pas mal de graffeurs. Je pense que ce qui concerne l'archive, c'est quelque chose de très personnel. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est que les graffeurs, ils archivent. De tout temps, ils ont archivé. Donc, comme je disais, par la photo ou par les sketchs. C'est quelque chose de très personnel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à penser qu'il n'y a pas une histoire du graffiti écrite. Et là, tu as peut-être raison. Mais parce que les graffeurs, ils sont aussi très, comment dire, ils sont très, ils possèdent ces archives et ils veulent les garder pour eux-mêmes parce que c'est une histoire de leur vie. Et c'est pas quelque chose que tout le monde peut mettre comme ça publiquement en place. Toi-même, tu l'as dit, c'est des histoires de groupe souvent, nous concernant. Hein. Oui. Parce qu'on pratiquait à travers des collectifs. C'était pas une pratique singulière, hein. C'est une pratique où il y avait 3-4 personnes par groupe. Et aujourd'hui, beaucoup ont pris des chemins différents. Et du coup, je pense qu'ils ont beaucoup de pudeur à partager ces archives, ou leurs archives. Je peux en parler parce que lorsqu'on a fait le livre Mouvement, j'ai approché certaines personnes leur disant que j'allais faire un livre sur le mouvement, pas sur le graphe, sur une certaine période. J'ai eu très peu de retours. Et je voulais avoir un peu d'archives pour enrichir un peu le livre, parce que c'est d'abord le livre de Yoshi Mouvement, c'est un livre de photographie, autour des photographies de Yoshi. Mais malgré tout, je voulais enrichir ce livre avec des photos de haute qualité, hein, mais tout aussi importantes parce qu'elles appartenaient à une époque que Yoshi n'a pas connue. J'ai eu très peu de retours. J'ai eu très peu de retours parce que certains peut-être n'imaginaient pas la teneur pour pouvoir avoir un livre pareil, et l'importance d'un livre pour tracer une partie de l'histoire. Pas toute l'histoire. Hein, chacun son histoire en fait. Hein. Et puis beaucoup ont voulu aussi garder leurs archives parce que pour eux c'est des archives personnelles de l'ordre de l'intime. Mais somme toute, je pense qu'il y a pas mal de livres. En tout cas, il y a des tentatives qui ont été faites ici et là. Mais c'est des histoires, en gros, de groupe. Hein. Les monographies, c'est souvent chacun fait sa monographie quand il en a l'occasion. Et c'est une façon aussi pour eux de raconter l'histoire du graphe, en tout cas de leur point de vue. Et je ne suis pas certain que ce Boer et Spoken Art fassent l'unanimité chez tous les graffeurs à New York. Pour ce qui est de l'histoire, je parle pour revenir à ce que tu disais sur l'histoire. Animals, par exemple, le Public Animals, c'est un très grand groupe new-yorkais qui n'y a pas les TPA. Et moi, je ne viens pas dire je ne suis pas content parce que je ne suis pas dans les bouquins. Ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, les acteurs sont toujours vivants. À l'époque où on faisait ça, on ne savait pas bien parler, comme m'a dit J1, même si tu crois que je viens de ma quartier favorisé, je suis né dans le 13e en fait. Mes parents étaient profs à Ivry. On n'avait pas forcément la facilité de langage quand on rencontrait Claire Canichirou, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années. Donc on ne savait pas forcément parler. Maintenant que j'ai Darko, vous avez une pratique artistique que je n'ai plus. Moi je suis architecte, mais quand même je regarde ce qui se fait. Et donc j'ai noté avec Valériane Lapurassa, qu'il y a un architecte, et d'ailleurs Loki c'est tout à fait d'accord là-dessus, qu'il y a un architecte qui est sorti de nulle part, qui d'ailleurs a connu le graffiti par le violeur Je t'aime là,
qui s'appelle Alain Galicia, et cette personne, en fait, il rachète des œuvres des artistes américains qui n'ont été mis en avant par Streckana, Savoyard, toujours les mêmes, qu'on a copiés quand on était enfant. Mais en fait, on a très très vite fait autre chose, et toi, et nous tous, vous savez, vous êtes les deux seuls peut-être à savoir à peu près ce qu'on a fait. Les autres, ils n'ont jamais vu le travail de la force alphabétique, parce que je suis un des seuls à voir les archives, et Mambo, qui est quelqu'un qui était dans la force alphabétique, il est arrivé après. Avant la force alphabétique, il y avait les Paris City Painters. Je fais juste un petit rappel historique. H, dit Sao, à l'époque, Victor, il faisait partie des Paris City Painters dans le sens où il a peint un métro, qui ne passe jamais en photo, il est sur mon petit Facebook où j'ai 150 amis, un métro avec Blitz. Il y a eu un autre métro qui a été fait avant Blitz et mon copain Asphalt, mon frère de sang, qui est décédé. On ne parle jamais de ce métro. Il a été fait dans les dépôts de métro, c'est un vrai métro parisien. C'est pas un métro comme celui qu'ont fait Colt et Dynasty qui était à l'extérieur. Donc, moi, à chaque fois que j'entends Dynasty, Colt et ainsi de suite, je m'insurge. Donc, au bout d'un moment, j'ai mis sur Internet, écoutez, on a fait un métro avec les BBC, ils n'étaient même pas formés, donc c'était avant 83, on est d'accord? C'était avant 83, donc c'était avant le métro dont vous parlez. Donc, je suis désolé, vous réécrivez l'histoire. Non, t'as pas à être désolé, mais... c'est pas un reproche que je vais te faire, mais je pense qu'il t'appartient à toi de faire une publication ou de faire un... Non, moi je préférerais, parce que moi, dans mon groupe, les autres, je leur disais, on arrête de signer nos noms. J'en ai marre, moi, de l'égotrique des gens. C'est le crew, la force alphabétique. En tout cas, pour répondre à ta question, et les BBC, je pense que c'est à toi de faire une publication avec soit ton groupe ou ce que toi tu as vécu dans l'histoire du graphe. Moi, l'histoire du masterclass, si tu veux, ça ne m'intéresse pas personnellement. Je ne pense pas que ça intéresse qui pour le côtoyer encore aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je peux répondre que ça ne m'intéresse pas et ça reste bien. Ce qui nous intéresse, que ce soit Ski ou moi, c'est les publications. On efface, justement, on parle des traces, là, on est en train de les effacer. Moi, ça ne me dérange pas non plus d'être effacé. Comme je le disais au début, moi, quand j'ai commencé le graffiti, c'était pour être dans l'action. Moi, je suis dans l'ordre du vivant. J'ai ça rapport avec les archives, parce que les archives, d'une certaine manière, c'est dans ma tête, comme l'ethnologie, c'est la mort. Donc, j'utilise pas les archives, ça ne m'intéresse pas vraiment. Si j'utilise des archives, c'est pour leur redonner vie. Donc, j'utilise les archives en ce moment. Moi, je fais un travail très personnel sur les archives familiales, auxquelles je fais un petit rapport avec ce que j'ai ma pratique dans la rue, mais c'est très, c'est très succinct. Mais ces archives que j'utilise, moi, je les utilise de manière différente. Parce que j'ai pas cette notion d'archives, je vais les piocher dans les archives. Moi, je veux donner vie à ces choses, à ces histoires qui me sont très personnelles, et je peux les rapprocher à l'histoire que j'ai connue avec le graphe. Parce que quand j'en parle avec Ski ou avec H, l'histoire ancienne ne nous intéresse pas. L'histoire ancienne ne nous intéresse pas. Ski, il a une pratique encore aujourd'hui. H, il a encore une pratique aujourd'hui. C'est aussi pour ça que les archives appartenant à l'histoire du graphe nous intéressent beaucoup moins que certaines personnes. Parce que nous, on a l'impression d'être encore vivants. Et j'espère qu'on l'est à travers nos pratiques qui sont un peu différentes de ce qu'on a connu quand on était plus jeune. Ça nous gêne toujours un petit peu de ressortir les archives, d'aller chercher dans les photos d'albums. Moi, je te parle de point de vue personnel. Le discours surtout. Le discours, il est ce qu'il est. Tu sais, par moment, tu tombes sur Internet, sur un forum, et puis ça parle de telle chose. Et puis, il y a des gens qui vont être oubliés, ou il y a des choses qui vont être déformées parce que la mémoire, elle est pas intacte. Et puis, évidemment, on peut ressentir certaines choses quand on a l'impression que certaines vérités sont cachées alors qu'elles ne le sont peut-être pas, elles ont été juste oubliées, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on a la possibilité et qu'on a une vision, comme toi tu peux l'avoir, je pense qu'il faut mettre tout en œuvre pour justement réparer ça. Et je pense que ça à travers des publications, un livre. Et voilà, je t'encourage à faire un livre. Je trouve que ce qu'on a fait, en fait, tous ensemble, quand vous peigniez au métro de Stalingrad, quand nous on peignait un avion, quand on tapait le métro, quand on cartonnait la ville avec un maximum de tags, parce que je peux vous dire que la force alphabétique, on a déchiré, on n'est jamais en photo. Je ne défends pas que mon groupe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait les FBI, les BBC, la force alphabétique, on était les 3 premiers groupes français. Ensuite, il y a eu Bando, qui a monté un pseudo-groupe américain, qui n'était jamais un groupe, Scam, etc., ils n'ont jamais été à Paris. Maintenant, quand on entend, en fait,
c'est quand même intéressant, parce qu'après, il y a plein de générations d'artistes, en fait, qui se basent un petit peu sur ce travail, même si moi, je ne veux pas défendre le cas de machin, avec le b-boy truc, je m'en fous. Mais par contre, ce que je trouve important, c'est pour ça que je suis venu à ce débat, c'est la trace. En fait, la ville est comme un palimpseste. C'est un grand urbaniste qui a dit ça. Un palimpseste, c'est ce qu'on écrivait des parchemins. Quand les parchemins, on n'en avait pas beaucoup, vu que c'était de la peau d'animaux, on effaçait ce qu'il y avait dessus pour le réécrire. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a écrit, réécrit, effacé, réécrit sur la ville à perpétuité. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le seul témoin qu'on avait de ce travail, vu qu'il n'y avait pas de photographe professionnel, on n'avait pas la chance d'avoir Henri Chalfant, Martha Cooper, c'était nous. Et après, petit à petit, se sont greffés sur notre mouvement, à partir des années 90, des photographes semi-professionnels, comme je vous parle de Michel Robert. Il y a des artistes quand même de renom qui sont malheureusement décédés, Ewan, je ne vais pas tous les citer, qui ont été documentés par ce photographe, que ce soit en atelier ou que ce soit dans la rue, à l'époque où le graffiti ne se vendait pas du tout. Et en fait, les acteurs du mouvement du départ savent qu'il y a ce capital, d'accord ? Sauf que ce capital, en fait, chacun tire la couverture à lui. J'ai discuté avec moi. C'est ce que tu penses. Ben, je crois que Michel Robert, John, il a utilisé pas mal de ses photos, je crois, dans quelques-uns de ses livres, parce que j'ai fait pas mal de livres. Pas pour le mouvement, pas pour Ewan. Parce que John, il a accès aux photos qui le concernent très certainement, j'imagine. Hein. Tu sais, les photos, la diffusion des images, elle est un peu compliquée. Donc chacun essaie de voir ce qu'il peut utiliser, ce qui lui concerne. Également, quand un groupe peint, à qui appartient la photo? Elle appartient au groupe, mais au-delà de l'appartenance, la diffusion, c'est une autre problématique. Si dans le groupe, ils ne s'entendent pas pour faire un livre ou pour que telle ou telle photo soit utilisée, ça rend les choses un peu plus compliquées. Et ça peut aussi expliquer pourquoi il n'y a pas les livres le type de livre dont tu parles. C'est quand même étonnant. Même si c'est dommage, moi je suis d'accord avec toi, c'est dommage. Ça mobilise plein d'énergie de gens connexes et tout qui viennent parler à notre face de ce qu'on a fait. Et en fait, nous, on n'est même pas capable de mettre nos rancœurs d'adolescents de côté pour se dire, écoutez les gars, on a fait un truc super. Il suffirait qu'on se dise, on se met ensemble autour d'une table, parce que là, moi j'ai été plus ou moins invité pour cet événement au Philharmonique, mais j'étais aussi invité, je vous le rappelle, en 1995, à l'exposition Graffiti Artistes américains et français au Trocadéro. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des graffitis au musée. Et on peut tirer les leçons déjà de cette première fois. En fait, qu'est-ce que la personne qui a fait l'exposition, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les livres. Et il a vu dans les livres de John Nard ou de tous ces gens-là, il s'est dit, comme cette information est très difficile, comme Claire a dit, de trouver, ne serait-ce que pour qu'elle me trouve à la restaurant ce soir, de Galérie Gras. Et en fait, les gens qui s'intéressent à ça, moi, ça m'arrive d'acheter des œuvres d'art. Je les achète, je les contente, mais au bout d'un moment, je veux savoir l'histoire des gens. Donc du coup, j'ouvre un bouquin, je ne vais pas sur Internet, parce que sur Internet, on n'a pas le suivi de la véracité de l'information. Alors que quand on lit un livre, comme vous l'avez fait, mademoiselle, vous déposez l'ISBN, vous vous engagez, vous êtes obligé de publier quelque chose, vous appelez vos copains pour dire est-ce que tu crois que si jamais là je voyais des tags de Motu qui étaient toyés, machin, est-ce que tu crois qu'on peut mettre la photo du tag de Motu qui est toyé? Il y a quand même ce que je revendique, et de toute façon je vais le faire, parce que quand je serai à la retraite j'aurai plus de temps, je revendique d'avoir une histoire du graffiti parisien de 1981 jusqu'à ce que le terrain s'arrête, par exemple, à 89, avec les intervenants, Lokis fait beaucoup de bruit, etc. Moi, j'ai jamais vu un tag de Lokis dans la rue, ni même un métro-pain, d'accord? Donc, je ne vais pas commencer à blader sur les gens, mais il faut quand même remettre les choses à l'heure. Comment? Il n'en a jamais fait, donc c'est normal. Ben voilà, donc du coup, il a un avis. Lui, par contre, il a fait 5 bouquins. Il a été voir les éditions Mazan, les intellectuels, et il a fait plein de bouquins. Donc, c'est ça la trace, en fait. Non, mais ça, c'est la trace que toi, tu as vue. Donc, toi, tu as dans ta mémoire des traces, et en même temps, c'est ce que je te dis, je comprends tout à fait ton point de vue. Mais on a de toute façon chacun notre perception de comment on a vécu cette histoire et comment elle devrait être écrite aujourd'hui. Voilà. Mais comme je le rappelle, que ce soit dans John Nard, que ce soit le livre de John Nard, celui de Martha Cooper ou de Chalfant, il y a des gens qui sont restés sur leur. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent prendre la parole? Moi, c'est par rapport à ça, parce que il y a notamment eu un livre, par exemple, qui a été porté, qui s'appelle Paris Saint-Lazare, qui en effet fait par quelqu'un de
fait plutôt par des secondes générations, mais qui pour moi revêt presque de l'œuvre d'art, tellement le témoignage est puissant. Alors ça remonte pas aussi loin, mais il y a des acteurs qui se bougent, et moi je sais, pour avoir eu la grosse problématique du musée, tout le monde m'a dit mais tu vas avoir des problèmes, mais quand tu essaies de mettre d'accord 3000 personnes, tu fais rien. Non, non, donc au final, je l'ai fait tout seul. Excusez-moi, je vous interromps. Moi, c'est 10 personnes que je veux mettre d'accord. Ah, mais si vous les mettez. Alors, je vais dire parce que j'ai le micro, mais moi, si vous les mettez d'accord, vous me filez les photos, les textes, le livre, je vous le plie en 2 mois. Et voilà, et pareil ton cas, derrière, c'est l'histoire ancienne. Mais moi, j'ai juste besoin des photos, des textes, et qu'on me foute la paix et je fais un livre. C'est mon taf. Donc je pense franchement qu'il y a les gens qui... Moi je suis venu avec mes enfants voir l'exposition, il y avait plein de monde. J'ai été à différentes expositions de graffiti au Grand Palais, machin, il y avait tout le temps 150 000 personnes. Mais ces personnes, ils attendent qu'on leur parle. Ils n'attendent pas que ce soit Galicia qui raconte notre histoire. Mais montrer une exposition par exemple sur le sketch et les archives, c'est aussi, même si vous écrivez pas votre histoire, et sans quoi je suis d'accord, parce que moi aussi je l'ai réclamé pendant des années et des années en me disant arrêtez de vous plaindre que ce soit d'autres qui racontent vos histoires, faites-le. Simplement, beaucoup m'ont répondu, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je sais pas écrire. Je peux comprendre très bien. Donc forcément, d'autres, l'espace est libre, d'autres le font. Et pourquoi pas? Après, montrer des archives, c'est aussi une façon d'aller chercher des choses. On peut mentir sur une œuvre, on peut mentir sur une date, on peut mentir. Mais est-ce qu'on peut mentir sur la totalité d'une production? Sur, tiens, j'avais oublié qu'en 82, tiens, sur la photo, t'as vu, justement, il y a un tag de Lokis. Je sais pas, des choses comme ça. Honnêtement, quand on sort les choses des archives, quand on les montre, l'histoire, elle s'écrit petit à petit, mais peut-être même toute seule, et peut-être dans quelque chose de plus vrai, ou en tout cas tellement riche, que toi qui vas raconter ton histoire en disant ouais mais moi j'étais les meilleurs, et puis à côté non c'était nous. Voilà, donc c'est juste de dire, il faut faire confiance à c'est l'histoire foisonnant, en fait. C'est foisonnant. On est au même niveau des artistes qui ont commencé en 2027 mais tout ça est en train avec de se ceux faire. qui ont commencé en 81. Donc, il faut quand même, c'est pas une critique que je fais juste un constat. Il y a une histoire de graffiti parisien, d'accord, qui ne dépend pas de Bando. Moi j'ai commencé à peindre à la bombe avant de rencontrer Bando. Donc je peux vous le raconter, je vais raconter à Claire, je vais raconter à sa successrice, ou comment on dit. Oui. Donc je mets ma pierre à l'édifice. Par contre, quand j'ai rencontré le Mucem, j'ai tout de suite vu de l'angle d'attaque. C'est-à-dire que le Mucem a les pieds sur terre, donc ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ils m'ont dit Emmanuel, t'es bien sympathique, tu peux nous parler de ce que tu as fait, etc. Mais en fait, tu as un bon stock de photos. Tu as fait des murs dans le monde entier, en Inde, aux États-Unis, au Portugal, où veux-tu, en voilà. Donc, par rapport à cette demande, moi je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai ça dans mes cartons. Ce que je voulais dire, votre collègue, il est passé me voir avec mon copain Snake du Mucem. Donc ils m'ont dit, tiens, tu as un blouson peint par Kessaring et toi aussi tu l'as peint. Comment ça se fait? Tu as rencontré Kessaring? Donc je leur ai raconté, j'ai rencontré Kessaring plusieurs fois. C'est un ami à moi avant qu'il meure. Ensuite, ils étaient très impressionnés comme vous par ce blouson. C'était ma pierre c'était la pierre angulaire un peu pour accrocher le truc. Ensuite, je leur ai montré mon book. Darko, il a un book. Jay, il a un book. Tout le monde a un book. Ce qui nous reste, là, on parle de choses quand même assez, muséales, etc. Mais en fait, nous, notre musée, c'est notre book. D'accord? Ça, vous le savez bien. Le musée, c'est l'extérieur. Non, mais je veux dire, nos archives, ce qui nous reste en tant que muraliste ou graffiti artiste ou quelqu'un qui s'exprime dans la rue, comme le fait Madame très bien, elle prend des photos de ses œuvres et dit voilà, moi mon œuvre, c'est pas le truc, les encombrants que j'ai posés dans la rue, c'est la retranscription de mon œuvre par les photos. Mais elle fait aussi ses œuvres à partir de photos. Oui. C'est un petit peu. Après, je ne connais pas tout à fait, mais ce que je voulais dire, parce que toi, tu parles d'une période en fait. Tu parles d'une période et en fait, tu aimerais que cette période elle soit présentée ou représentée à un public à travers un ouvrage qui explique la genèse du graffiti ici en France. Moi, je pense que c'est à Paris. Donc, je pense que c'est un projet louable, mais compliqué et complexe, parce que, encore une fois, ça appartient à des collectifs différents. Et dans ces collectifs, il y a des problèmes pour pouvoir réunir les photos et se mettre d'accord sur quel type de livre à faire. Donc ça, il faut être conscient de ça. Cela dit, ça peut se faire peut-être dans quelques années, peut-être que tu le feras quand tu auras le temps, parce que ça demande du temps, de l'énergie et puis aussi des compétences. On ne peut pas tous écrire, on ne sait pas tous écrire. Et moi, je te dis franchement, pour avoir travaillé sur le mouvement, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué de faire quelque chose qui appartenait à la collectivité. Parce qu'on essaie de parler pour tout le monde.
on essaie de rendre la vérité de ce qu'on a vécu, ou enfin de ce qu'on pense être la réalité de ce qui s'est passé à cette époque-là, et c'est très compliqué. D'autant plus qu'il y en a qui sont à droite, qui sont à gauche. Tu vois, réunir tout ça, ça prend du temps. Peut-être que quelqu'un travaille déjà dessus et que ça prend tout simplement un peu plus de temps et que ça sortira, je ne sais pas, l'année prochaine ou le travail de Valériane, je me souviens, j'étais à des expositions, tu invitais des Allemands, il y a ça 25 ans, ça fait longtemps, ou 20 ans, je ne sais plus, donc tu as toutes ces archives aussi à exprimer. En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est surtout sur le discours. C'est-à-dire que, par exemple, on présente des œuvres conceptuelles, parce que ça c'est hérité de Duchamp directement, on présente des œuvres conceptuelles qui se rattachent au graffiti, non, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait ouvert à toutes les pratiques urbaines dans la rue d'art. C'est ce qui m'a motivé quand je faisais des graffiti punk. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est quand il y a une grosse exposition au Philharmonique, où Hondo m'avait plus ou moins invité, après il me rappelle, il me dit « Ah non, je te préviens, c'est vraiment le Capharnaüm, n'y va pas, machin ». Moi, je vais y aller au vernissage, voir John et Maud peindre. Je suis un petit spectateur du graffiti, maintenant, je ne fais plus, sauf de temps en temps, quand j'ai une montée d'acide comme ça, j'en refais un, d'accord. Donc, je lis le dossier de presse de cette exposition, que vous avez dû lire aussi, parce que c'est la seule chose qui m'en reste. En fait, le dossier de presse, déjà, les intervenants, ceux qui vont participer à l'expo, ne l'ont même pas lu, parce que ça les saoule d'appuyer sur PDF, dossier de presse. Vous lisez le truc, mais c'est un tissu d'ânerie. C'est un tissu d'ânerie, quoi. Moi, je pouvais le démontrer avec les intervenants, avec Bando en face de moi. J'ai discuté avec lui, on s'entend parfaitement aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et là, moi, je me mets bien humble, parce que c'est pas ma vie. Donc, je me dis, effectivement, quand je regarde les yeux de Darko, je sais que lui, c'est sa vie. Mais Darko, en plus, et même toi, tu es assez juste quand tu en parles. Tu dis, il y avait d'autres groupes, il n'y avait pas que nous. Je trouve très intéressant, par exemple, une interview où Ashtou dit « on ne faisait que copier les Américains ». Non, moi j'ai toujours voulu me démarquer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est appelé la Force Alpha. Et donc, du coup, quand on est rattaché, en fait, par exemple, là, ça m'interpelle, je vois Deas, Deas. C'est un graphe de Dondi. Il faut quand même le mettre en dessous. Vous voyez, c'est quand même important cette histoire. C'est pas la mienne forcément, mais c'est un pompage typique de Dondi. Donc moi, s'il était là, il dirait « t'as raison Spirit, c'est évidemment que j'ai pompé Dondi ». C'est un hommage pour mes pompeurs pour ça, notre discours. Chez Dis, c'est un travail récurrent. C'est bien qu'il y ait, maintenant c'est super ce que tu as initié, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se greffer, ça va augmenter, etc. Mais après, quand même, à un moment, il est important, parce que maintenant on a plus 25 ans, que ce soit nous qui prenions les choses en main et que quelque part on fasse passer nos intérêts personnels derrière nous, ça va être très dur pour les gauteries des graffiti artistes, mais qu'on se dise à un moment, bon, écoutez, on était les pionniers quand même, et tout le monde nous crachait à la gueule quand on faisait ça. Et maintenant tout le monde nous vénère, et il y a des gens qui arrivent et qui racontent une histoire qui n'est pas la réalité. Donc moi, en tant que... Voilà, j'ai fini mon intervention, vous avez compris. Merci. Non mais c'est un très très grand débat, et c'est aussi pour ça qu'on a organisé cette rencontre, c'est pour croiser des expériences, des personnes. On voit aussi la précarité de certains projets quand on n'a pas forcément de moyens, d'un collectif qui vous accompagne. Et après, toute cette nuance et cette rigueur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut dire. Donc merci pour votre témoignage. Et nous, avec la Fédération de l'art urbain, ce projet d'archivage, je ne sais pas si vous étiez arrivés quand on en parlait, c'est aussi une manière d'apporter encore un peu plus de rigueur et de nuance en fait dans ces discours. Mais c'est vrai que c'est aussi à vous de prendre cette parole. Nous, on vous l'offre par des occasions comme celle-là, donc j'espère vraiment que ça va s'amplifier et ça permettra aussi de remettre des précisions là où peut-être c'est parfois un petit peu lacunaire. L'heure file, le temps passe, il est déjà 20h30, donc je vous propose de clôturer cette rencontre. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir les intervenants. Merci pour vos témoignages, merci à toutes et à tous d'être venus et bonne fin de soirée. Merci à toi.